qu'on ne pourra pas faire, c'est-à-dire l'inscription de nouveaux primo-votants, dont les nouveaux majeurs, et puis des gens qui sont majeurs depuis plusieurs années qui n'ont pas pu être inscrits. Mais si nous lisons et relisons le code électoral et que nous voyons les diligences qui sont permises à l'électeur, on se demande si les partis politiques ne doivent pas se donner les moyens, avec leur conseil juridique, de rassembler tous les documents et de continuer à faire les documents pour des citoyens en âge de voter et éventuellement de solliciter des requêtes et des recours sur la base du code électoral. Parce qu'il est dit, c'est pour ça que je demande qu'on me dise en quoi consiste l'omission. En quoi consiste l'omission? Est-ce que l'omission, c'est simplement celui qui est parti et puis au moment où la CI sort la liste, elle a oublié de le mettre? Mais toi, le citoyen, s'il n'est pas venu te dire, puisque la loi te donne la possibilité de faire inscrire quelqu'un qui a été omis. Mais si tu n'es pas informé que quelqu'un a été omis dans ce seul cas-là, comment tu peux le savoir et puis faire une réclamation? Et la possibilité que la loi donne, et ça c'est la nouvelle, ça c'est la loi modifiée en 2016, et il me semble que ça n'était pas dans les dispositions. Bon, c'est à vérifier l'article 12 si c'était dans les dispositions antérieures en 2000, lors de l'adoption du code électoral par référendum à l'époque. Très bien. En 2016 notamment. Professeur Banga, comment vous réagissez? D'abord, avant toute chose, je pense que le débat citoyen n'est pas l'apanage des partis politiques. Les citoyens ont le droit de participer à ce débat. Et d'ailleurs, si on attendait les partis politiques, on n'allait pas faire cette émission. Parce qu'il y a quelques partis politiques qui ont commencé à venir ici il y a 1 an et puis nous fatiguent. On les a cherchés pendant 3 ans, on ne les a pas vus. Celui qui vient que ça ne lui plaît pas, il retourne chez lui. On n'a pas de leçon à recevoir de quiconque. D'accord. À la fin, Guillaume, Aristide, entre août 2020 et janvier 2021, quand tout cela fuyait les plateaux, c'est nous qui venons ici tous les dimanches. Tu nous appelais souvent à 18h pour venir faire des émissions. Donc quand des gens arrivent, pendant ce temps, on a tenu le débat citoyen, on a tenu le débat politique, souvent prenant des positions difficiles qu'eux-mêmes ne pouvaient pas prendre sur les plateaux télévisés, qui nous valent aussi des choses. On ne va pas rester là tout le temps à recevoir des leçons de gens. Donc ceux qui viennent, parce qu'aujourd'hui, ils ont décidé de participer au débat citoyen, alors qu'ils le fuyaient pendant longtemps, qui respectent ceux qui... Certes, Ali, ceux qui sont à l'hôpital mère-enfant, quand je descendais de ma voiture, mon fils est aux urgences, j'aurais pu retourner. Ceux qui sont à l'hôpital mère-enfant de Benjamin, actuellement, je vous parle, mon fils vient d'arriver aux urgences. Quand je suis décédé, ma femme m'a envoyé ses photos. J'aurais pu retourner, mais je suis resté pour le débat. Donc j'exige le respect qui est lié au sacrifice que nous faisons aussi. D'accord, très bien. Donc celui qui ne veut pas venir parce qu'il veut avoir une affaire, il reste chez lui. On ne va pas toujours gérer les humeurs des gens. On a bien compris votre... Il faut dire aux gens de nous respecter. On vous a bien quand ils viennent sur le plateau. On vous a bien compris, Voilà, professeur Banga. Tout le monde va respecter tout le monde. On a compris, je pense celui que... qui ne veut pas venir, il reste chez lui. On va faire l'émission. Professeur Banga, on vous a compris. C'est ça que je parlais justement. Il y a des gens dans le quelle analyse Steve, c'est regrettable, mais bon. S'il vous plaît. Déjà, il m'a interrompu. Mais s'il vous plaît. Je vais laisser faire. Mais non, pas du tout. Mais professeur Banga, déjà, on a qu'à être d'accord. Professeur Banga, on est totalement d'accord. Les gens parlent pendant des minutes. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Je vous écoute, mais j'exige que je ne sois pas interrompu. Parce que pendant des minutes, je n'ai pas parlé. Mais j'ai bien compris. Personne ne va vous interrompre, professeur Banga. Vous avez la parole, allez-y. Comment vous réagissez? Quelle analyse faites-vous sur... Je vais faire l'analyse, mais j'insiste sur le fait que... Mais on a entendu votre observation déjà. Ils m'ont interrompu quand je parlais, c'est pour ça que je termine. S'ils ne m'avaient pas interrompu, j'allais taire. Voilà. Quand ils sont les interrompus, après, les SBI vont sur les réseaux sociaux politiques, c'est moi qui interromps. D'accord, très bien. Professeur Banga, on a les chiffres de la CEI la semaine dernière, on ne les avait pas officiellement. On les a cette semaine. Comment vous réagissez? Quelle analyse faites-vous de ces 1 400 000 personnes qui ont... Je pense que je l'avais déjà dit. Franchi le pas. Je l'avais déjà dit sur ce plateau, et je l'ai repris la semaine passée, juste avant, sur une radio, que moi, je m'attendais à des chiffres autour du million. Autour du million parce que, en général, avant les élections présidentielles, d'ailleurs en 2018, je pense qu'on est 908 172 électeurs nouveaux inscrits. Voilà, et je dis à 943, donc je m'attendais à ça, à des chiffres autour du million, parce que ça allait être une élection présidentielle et que cette fois-ci, des partis politiques justement qui ont boycotté le débat politique et même la participation citoyenne, qui n'ont pas fait d'élection pendant 10 ans, ont décidé de revenir dans le jeu. Donc tous ces aspects-là pouvaient nous permettre d'avoir à peu près ça. Mais ce n'est pas le record qu'on dit, je suis d'accord, ce n'est pas la masse qu'on dit, parce que je dis déjà en 2018, avec une population inférieure à celle de 2030, on avait atteint les 908 000 électeurs. Alors, on a expliqué plusieurs raisons ici, que ce soit l'état civil, que ce soit le manque d'intérêt par rapport à la situation politique.
ou que ce soit la possibilité, le fait que le vote ne soit pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Donc finalement, on est dans la fourchette des espérances réalistes, parce qu'il y a des espérances un peu folles qui ont parlé de 4 millions, certains même de 8 millions. Ça, c'était de la pure folie, je vais l'expliquer ici. Tout ce qui était réaliste, on est resté là-dessus. Quant au taux sur les dernières semaines, moi, j'organise beaucoup de colloques. Vous allez mettre fin de la participation au colloque le 30 novembre. Jusqu'au 28 novembre, vous allez avoir 1-2 publications. Et puis, entre le 29 et le 30, vous allez avoir des centaines de gens qui viennent publier. Les gens aiment en général venir les derniers jours. Est-ce que ça doit nous emmener à proroger? Moi, ça ne me gêne pas qu'on proroge pour permettre au maximum d'Ivoiriens de pouvoir participer à l'élection présidentielle pour que le président élu soit le plus légitime possible, ait vu la participation de plus d'Ivoiriens possible. Après, les partis politiques sont ceux qui se plaignent le plus actuellement de ces prorogations, mais ils ont une responsabilité. L'élection dont on sait la date, c'est l'élection présidentielle. Oui. C'est constitutionnel. On sait que tous les derniers samedis du mois d'octobre de la 5e année, on aura une élection présidentielle. Donc, logiquement, un parti politique, c'est ce qui prépare le plus. On va parler des programmes, donc autour du programme, tout ce qui va lui permettre de préparer cette élection. Donc, un parti politique même vient me dire que ses militants ne sont pas prêts. Je me demande s'il est sérieux. Je me demande vraiment si ce parti politique est sérieux. Parce qu'un parti politique sérieux, il aurait bien compris, puisque c'était déjà prévu depuis juillet. C'est à la demande de ces mêmes partis politiques qu'on a reporté à ce mois de novembre. Octobre-novembre. Donc ces partis politiques aussi, il faut qu'ils aient de la responsabilité, il faut qu'ils soient sérieux. Il faut que dans leur section, dans ça, ils s'organisent pour qu'ils puissent demander à leurs militants de se mettre en robe. Mais les partis politiques ivoiriens, ils attendent toujours à faire le surpris, il y a un manque de professionnalisme dans nos partis politiques. Et ce recensement-là en est la preuve. Ceux qui sont mieux structurés, ils ont beaucoup plus avancé. Parce qu'ils savaient très bien, ils ont mis les choses en marche. Donc, il faut que nos partis politiques arrêtent à chaque fois de pleurnicher et qu'ils essaient au mieux de se préparer comme des véritables partis politiques. Parce que je répète, l'élection dont on sait la date, c'est l'élection présidentielle. Après, oui, s'il y a encore, parce que la CEI aussi parle de problèmes techniques entre le contentieux, la nécessité d'avoir une liste, je ne sais pas si elle est définie provisoire, la nécessité d'avoir une liste 3 mois avant, la nécessité d'avoir la liste définitive avant les parrainages. Mais, bon, pour moi, on a la moisson que je dis la moisson logique. Hein. Ce n'est même pas la meilleure moisson depuis si on fait le ratio nombre d'inscrits population. Je dis 2018 a fait mieux, mais on a eu un léger engouement. Et puis, si on peut avoir des gens en plus, mais voilà, que les partis politiques se structurent mieux sur cette question. Très bien. Guillaume Bateau, c'est à vous. Oui, je crois qu'on a dit beaucoup de choses déjà sur la liste électorale de la commission électorale indépendante. Donc, on a déjà eu à échanger sur ce plateau. On est tous d'accord que c'est la fourchette au regard des révisions antérieures. On est tous d'accord que, et je l'ai déjà dit ici, la commission électorale ne peut pas être l'unique responsable de ce manque d'engouement. Voilà. C'est vrai, et Landry l'a répété fort justement, la commission a une obligation de moyens. Le vote n'étant pas obligatoire et d'autres. Ce qui est... Alors, à la décharge des partis politiques, parce que quand même, bon, même si je ne suis pas le porte-parole de mon parti politique... On dit que vous venez... Non, moi je suis militant. J'ai toujours assumé mon statut de militant. Et de membre de la direction du Fonds public ivoirien. Ça, c'est pas un problème. Donc, à la décharge quand même des partis politiques, il faut reconnaître que pendant la période électorale, les documents administratifs sont gratuits. Ce n'est pas tout à fait le cas avant. Alors, le certificat de résidence est gratuit, le certificat de nationalité est gratuit, et il y a même pour cette opération spécifique, les déclarations de naissance se font gratuitement. Donc, il faut comprendre que les partis politiques, n'ayant pas toujours les moyens d'inciter leurs militants à aller payer, verraient d'un bon oeil que la période de gratuité se prolonge. Encore que, ça aussi il faut le dire, et ce n'est pas toujours à l'avantage des partis politiques, les décisions à la commission électorale indépendante se prennent de façon consensuelle. Ça aussi, souvent, on oublie de le dire. Et tous les partis politiques, malheureusement, sont à la commission. Hein? Il y a certains même qui sont allés demander
augmentations de salaire pour le cadre à la CEI. Mais bon. Et puis, oui, mais un poste de vice-président, c'est pour augmenter son salaire. Sinon, il est dans la commission. Non, c'est juste pour dire quoi? Tous les partis politiques sont représentés à la commission électorale indépendante. Donc, ils savent la période. Ils auraient pu, effectivement, même si à leur décharge, j'invoque le cas de la gratuité des documents, qui est un élément encourageant. Parce que si je dois établir mon extrait de naissance à 500 francs, payer 500 francs le thème, faire la même chose pour le secrétaire de nationalité et la même chose pour le secrétaire de résidence, ce n'est pas toujours la même situation que lorsque tous ces documents sont gratuits. Ceci dit, je pense que, pour revenir à la question de la révision en 2025, je crois que ce qu'il faut dire, et c'est ce que Landry dit, je suis d'accord avec, il faut changer cette disposition du code électoral. Parce que techniquement, ce n'est pas possible. Okay. Quand vous faites la révision, nous venons de finir en novembre. Oui. Après, il faut faire le traitement. Oui. Il faut faire le traitement. Il y a un contentieux qui va s'ouvrir. Le contentieux qui va permettre de savoir. Moi, Guillaume Bateau, je me suis inscrit, mais soit mon nom n'est pas dessus. Bon, le DG a fait parler d'omission, comme on n'a pas les juristes pour expliquer. Il y en a qui sont omis parce qu'ils ont leur récépissé d'enrôlement, mais ils ne se retrouvent pas sur la liste. Donc, ils vont aller faire une réclamation pour se faire inscrire. Ensuite, cette période de contentieux, parfois, arrive jusqu'au tribunal, etc., etc. Donc, je pense que même si le législateur a voulu être de bonne foi pour dire que chaque année, il faut faire la révision de la liste électorale, on se rend bien compte que techniquement, ce n'est pas possible. Dans ce cas, et je suis d'accord avec Landry, il faut revoir ce texte. Et pour le réadapter, pour tenir compte des aménagements techniques. Parce qu'aujourd'hui, ça devient un argument, et ceux qui le brandissent ont tout à fait raison de le brandir. Ceci dit, je pointe du doigt aussi dans le faible engouement, et ça, c'est un problème que nous avons. Les acteurs, ne sont pas seulement politiques, ils sont de la société civile. Vous ne pouvez pas, dans un processus où on a besoin d'amener nos compatriotes à la commission électorale, en même temps, faire de la CEI bashing. C'est contradictoire. Si tout le monde, on a entendu avant, pendant la période d'enrôlement, la CEI ne fait pas ceci, on ne fait pas de la CEI, il faut la refaire. Mais ce n'est pas un discours qui est fait pour encourager les citoyens. Donc, finalement, il faut qu'on sache ce qu'on veut. C'est vrai, la CEI, comme toute œuvre humaine, est imparfaite. Et elle est imparfaite depuis bien longtemps. Parce que dans ce pays, quand même, avant, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. La commission électorale est arrivée à partir du coup d'État et du scrutin de 2000. Donc, on améliorera toujours. Mais je pense qu'à un certain moment donné, il faut peut-être faire une sorte de paix des braves sur la commission pour que tout le monde encourage les citoyens à aller se faire inscrire. Mais quand, dans le même temps, vous brocadez la CEI, alors qu'on est dans une phase de sensibilisation, cela envoie des messages contradictoires qui ne sont pas encourageants. Donc, je pense que, par moment, il faut que nous puissions nous accorder sur certains points, notamment sur la nécessité pour nos compatriotes d'être le plus nombreux possible sur la liste électorale pour pouvoir légitimer. En quoi que même si on a 5 millions d'inscrits, celui qui va gagner sera légitime. Ce que je veux dire, c'est qu'on connaît les problèmes, parce que les problèmes d'engorgement de l'administration dont on a parlé ici, les problèmes de manque de papier, de pièces d'identité, etc. Il y a eu un grand débat sur la carte d'identité à l'Assemblée nationale. Certains partis politiques n'ont pas voulu que la carte d'identité soit gratuite. Ils ont leur raison. Donc, toutes ces questions sont connues. Et je pense qu'il faut faire aujourd'hui, que nous avons fini cette phase, de remobiliser tout le monde pour suivre le processus et sortir de la CEI bashing parce que l'enjeu, de mon point de vue, le plus important, c'est que le maximum de ceux qui sont inscrits sur la liste électorale aillent voter en octobre 2025. Parce que si on rate cet objectif capital, on aura tout raté. C'est vrai, il y a eu des imperfections. Beaucoup d'Ivoiriens sont peut-être dans le pipe, n'ont pas pu s'inscrire. Mais on a aujourd'hui au moins une liste qui avoisine déjà les 9 millions. En attendant, si on rajoute, on espère avec ce que la diaspora va faire. Donc, à partir de ce moment, il faut se fixer pour objectif d'encourager les Ivoiriens à aller voter. On en parlera dans la deuxième partie de notre débat. Il faut commencer à présenter les projets pour mobiliser l'opinion, pour que le moment venu, le maximum d'Ivoiriens inscrits sur la liste électorale aille voter, choisir son candidat. Très bien, très bien. Alors, non, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Le temps pour moi de
de prendre l'appel de M. Diaby Kader qui attend depuis un moment au standard. Monsieur Diaby, vous nous appelez d'Agboville, c'est bien cela? Bonsoir et bienvenue. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Vous avez une observation sur la dernière semaine de la prorogation de l'opération. Allez-y rapidement. Oui, effectivement, je voudrais... cet engouement est dû, n'est-ce pas, à la volonté, à la vision, n'est-ce pas, du gouvernement ivoirien, compte tenu de la gratuité des documents administratifs. Alors, pour les 2 premières semaines, on consistait à regrouper tous les papiers administratifs pour pouvoir les déposer à la justice. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter et saluer, n'est-ce pas, le travail, n'est-ce pas, de la justice ivoirienne. Parce que nous sommes à Goville, nous savons que combien de fois la justice a travaillé pour pouvoir délivrer les certaines nationalités de la dernière semaine. Donc, cet engouement de la dernière semaine est dû non seulement à la mobilisation de certains partis politiques, mais aussi à l'action du gouvernement et de la justice ivoirienne qui a accéléré, qui a travaillé vraiment de façon efficace pour livrer tous les certificats de nationalité au niveau, n'est-ce pas, de notre région de la Nébé-Tiassa. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Diaby Kader, pour votre contribution au débat. Fabrice Lago, c'est à vous. Merci, M. Ali. Je pense que la répétition est pédagogique. Ce que j'ai dit, c'est qu'en tant que responsable d'un parti politique d'opposition, mon contradicteur principal reste le parti au pouvoir. Mais pas forcément pour participer à un débat. Bien sûr, je n'exclus pas de débattre avec tout le monde, c'est un plaisir pour moi. Ce que j'ai dit, voilà pourquoi j'ai dit, je ne sais pas pourquoi certains monsieur s'énervent, j'ai dit j'aimerais qu'il y ait parmi mes contradicteurs des personnes dont les propos et le comportement engagent le parti au pouvoir. C'est un souhait et puis oui, il est adressé à vous. Voilà, maintenant je ne sais pas pourquoi certains s'énervent, je ne leur demande pas de ne pas débattre, mais je suis quand même libre de dire que je souhaite avoir parmi mes contradicteurs des gens dont le propos et le comportement sur le plateau engage le parti au pouvoir, parce qu'en tant que parti d'opposition, nous aspirons à prendre le pouvoir et notre contradicteur principal, il reste quand même le parti au pouvoir. Après, on peut débattre avec des analystes, c'est toujours un plaisir, c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes là. Maintenant, donc on va pas tomber dans l'invective du tout. Vous savez, M. Ali, moi j'ai entendu des propos sur ce plateau qui me font peur en fait. Parce que j'ai entendu les partis politiques doivent faire les papiers de leurs militants. En fait, depuis quand il appartient au parti politique de faire les papiers de leurs militants? En fait, je ne comprends pas. Il appartient à l'État de Côte d'Ivoire de mettre en place les mécanismes pour que chaque citoyen ivoirien puisse avoir des pièces d'identité. Et M. Ali, dans ce pays, il y a des millions d'Ivoiriens qui sont en attente de leur carte nationale d'identité qui est bloqué à l'ONESI. Donc, il n'appartient pas, monsieur, au parti politique en Côte d'Ivoire d'établir les papiers de leurs militants. Et à ce propos, je me rappelle, lors de la révision, je me suis rendu dans une sous-préfecture où il y avait un problème de certificat de résidence et l'administrateur me disait avoir distribué les certificats de résidence entre les différentes formations politiques. J'ai dit non, mais la demande de certificat de résidence, elle est individuelle. Il n'appartient pas à des partis politiques de venir déposer des dossiers en masse pour faire la demande de certificat de résidence pour les militants. Et qu'est-ce qu'il en est? Mais ce n'est pas parce que ça se fait que c'est normal. Parce que qu'est-ce qu'il en est? Mais ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se fait? Oui, il y a des voleurs, mais le vol n'est pas... On laisse terminer. Ce que je dis, c'est que ce sont des citoyens et la demande des pièces administratives, elle est individuelle. Donc il faut qu'on arrête de faire croire qu'il appartient aux partis politiques en Côte d'Ivoire d'établir les pièces d'identité des Ivoiriens. La demande, elle est personnelle, elle est individuelle. Ensuite, j'ai vu qu'à Motoudou, on cherche des arrangements avec la loi. Jusqu'à ce que le code électoral soit changé, il nous impose de faire une révision de la liste électorale tous les ans. Voilà, donc il faut éviter des petits arrangements. On nous dit techniquement ce n'est pas possible, mais on vient de voir que techniquement c'est possible. Il y a une révision en 2023, il vient d'avoir une révision en 2024. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Vous avez terminé? Donc, techniquement, non, je vais en venir. Allez-y, techniquement, il est possible de faire une révision de la liste électorale tous les ans. Et nous disons qu'il faut s'en tenir à la loi. Et si la loi n'est pas bonne, on va à l'Assemblée nationale et on la change. Mais en entendant, parce qu'on ne peut pas le matin faire du juridisme, dire c'est la loi, il faut s'y tenir, et puis après dire non, trouvons des arrangements avec la loi. Donc nous, au PPAC, nous disons que la loi, le code électoral qui a été rédigé par l'actuel chef de l'État et pris par ordonnance, nous impose de faire une révision de la liste électorale tous les ans. Nous nous en tenons à la loi. C'est le code de 2000, ce n'est pas celui actuel. C'est le code qui le dit depuis 2000, l'an 2000. Ce n'est pas 2016. Oui, je dis, en tout cas, le code électoral. Mais sur lequel le code électoral depuis 2000 le dit. Non, monsieur Alafé, ce que je dis, le code électoral en vigueur a été écrit par l'actuel chef de l'État.
Voilà, c'est du droit en fait. Voilà, donc je dis que le visa du code électoral actuel, il date de M. Ouattara. Donc on ne va pas refaire le débat dessus. Je dis, il faut qu'on s'en tienne à la loi. Et si ce n'est pas possible de le faire, en ce moment-là, on prend les dispositions requises pour changer la loi. Mais je suis étonné qu'on veuille tordre le cou à la loi en nous faisant croire que techniquement, ce n'est pas possible. Là où la CEI ne le dit pas. Parce qu'en même temps, il appartient à la CEI de dire techniquement ce n'est pas possible et de voir les solutions qu'on peut envisager. Ensuite, j'entends, vous savez, j'entends beaucoup le fait qu'à la CEI, tous les partis politiques sont représentés. Mais vous savez, non, Batou, vous allez me laisser finir, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, allez-y. Voilà. Je ne me suis pas adressé à vous. Non, vous ne pouvez pas vous adresser à moi. Guillaume, donc, vous savez, à la CEI, vous savez, à la CEI... Oui, mais bon. Non, Guillaume, s'il vous plaît. Je ne cherche pas son amitié. Guillaume, s'il vous plaît. Le code électoral, le règlement même intérieur de la CEI impose, et ça, nous faisons partie des partis qui avons montré que ça n'a aucun sens, mais il dit quoi? Dès lors qu'on est nommé à la CEI, on n'a plus de coloration politique. En tout cas, c'est ce que le règlement de la CEI dit. Donc, on considère qu'à la CEI, et le président de la CEI lui-même l'a répété à plusieurs reprises, donc on considère qu'à la CEI, il n'y a pas de représentants de partis politiques, puisque c'est ce que la CEI elle-même dit. Voilà pourquoi nous disons, depuis le début, qu'il faut changer cette commission électorale indépendante. Voilà, mais comme ce n'est pas l'objet du débat de ce soir. Donc, pour finir sur ce sujet, la loi nous impose de faire une nouvelle révision en 2025. Tenons-nous-en à la loi. Ne rendons pas les partis politiques coupables du fait que certains Ivoiriens n'aient pas pu obtenir les papiers nécessaires pour s'inscrire sur la liste électorale, parce qu'il n'appartient pas aux partis politiques, en tout cas, sauf si on me montre le test de loi y afférent, il n'appartient pas aux partis politiques d'établir des papiers ou de faire des démarches pour que les Ivoiriens aient des papiers. Ceux qui sont conviés à l'élection présidentielle, ceux qui sont conviés à l'élection présidentielle, je vais finir dessus, ce sont les citoyens ivoiriens, ce ne sont pas les militants. Bien sûr, très bien. Non, c'est Alafé Ouakili qui a demandé la parole depuis longtemps. Alafé d'abord. Je voudrais faire une première observation. C'est que les papiers qui sont donnés gratuitement sont des papiers à durée de vie limitée. Il faut en sortir. Il faut que chacun de nous et les partis politiques éduquent les citoyens pour avoir des papiers permanents. Parce que le certificat de résidence qui est fait, c'est pour l'élection. Le casier judiciaire et le certificat de nationalité qui est fait, c'est pour l'élection. Après, il est inscrit sur la liste électorale, il va voter comment? S'il n'a pas sa carte d'identité, il est sur la liste électorale. S'il n'a pas sa carte d'identité... La carte d'électeur au moins. Non, mais oui, bon, ça passe. Mais aider les citoyens, parce qu'à la carte d'électeur, il ne peut rien faire. Mais comment les aider? Oui, mais il faut les sensibiliser, il faut les encadrer, il faut les coacher. Et puis, il faut faire preuve de solidarité en attendant que l'État décide de le faire gratuitement pour tout le monde. À nouveau, étant entendu que lorsque ça a été fait gratuitement en 2010, après plus d'1 an ou combien de temps, on a eu que, on le dit toujours, 4 ou 5 millions, parce qu'il y en a qui étaient déjà sur les listes. Et c'est ce problème-là qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un. Donc, il ne faut pas continuer à donner du poisson aux gens. Il faut les aider à pêcher. Il faut leur trouver des papiers durables. On leur fait un certificat de nationalité pour se faire enrôler. Et après, ils n'ont pas de papier. Ils ont la carte d'électeur. On fait quoi avec? On vote. Et après, tu ne peux pas ouvrir de compte bancaire. Tu ne peux pas faire de passeport. Tu ne peux pas faire de créer une société. Tu ne peux rien faire. Tu restes toujours sans papier. Et il ne faut pas encourager ce type de gratuité, donner du poisson. Il faut aider à pêcher. 1, 2. C'est vrai, je voudrais préciser que le code électoral, il date de 2000. Le caractère permanent, ou du moins la révision annuelle, l'article 6, est un article qui date de 2000. Oui, il y a eu une révision de la Constitution en 2016. Il a fallu actualiser certaines choses et le code électoral actuel a été mis à jour par ordonnance à l'époque. C'est vrai, il porte la signature du gouvernement actuel, mais il y a des dispositions qui sont anciennes et il est bon de le rappeler. Je voudrais aussi préciser que, oui, l'arrangement qui se fait avec la loi, tout le monde le fait. On voit des partis politiques tenir les certificats de nationalité. On voit des partis politiques tenir des lots d'extraits de naissance. On voit des partis politiques récupérer tout ça. Comme il le dit, ce n'est pas permis, mais ça se fait. C'est encore un arrangement avec la loi qu'il devrait davantage, en dehors de ce plateau-là, dénoncer, comme éventuellement il dénonce le non-respect de l'article 6 du Code électoral. Enfin, il se trouve que, alors que les représentants désignés par des partis politiques ne représentent plus les partis politiques, il se trouve qu'un représentant du PPACI est allé à la CI pour plaider le cas
du représentant qui ne représente plus ce parti. Il y a un problème. C'est un arrangement avec la loi qu'il doit dénoncer. Le représentant du PPACI n'appartient plus au PPACI, mais le PPACI va à la CI pour dire donner un poste de vice-président à notre représentant, alors qu'il ne représente plus le PPACI. Vous faites un amalgame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas un amalgame que je fais, je dénonce. Landry, s'il vous plaît. Landry, c'est la fait qu'elle a parlé. Oui, mais c'est mon rôle. Mais c'est mon rôle d'établir l'ordre. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. C'est calme, en fait. Mais si vous parlez tous à la fois... Non, mais tu n'as rien à me dire, en fait. Je n'étais pas l'organisation. C'est calme, en fait. Alors, c'est l'impolitesse. On va marquer une courte pause et on reprend juste après. Non, tu vas pas t'impoler. De retour sur le plateau de NCI 360 après cette courte pause. Je peux vous assurer que les esprits se sont un tout petit peu calmés. C'était un peu chaud avant la pause. Alors merci, on a 2 autres sujets à aborder ce soir. On va faire un dernier tour de table sur le premier sujet, sur le bilan dressé par la Commission électorale indépendante concernant cette phase de recensement, de révision de la liste électorale. Professeur Banga, avant la pause, c'était à vous. D'accord. La répétition étant pédagogique, laissez-moi d'abord réagir à un petit truc. À quoi Personne ne s'énerve en fait. Et personne ne demande à l'autre d'avoir des souhaits. Si les gens souhaitent avoir un type de contradictoire devant eux, c'est les droits. Mais qu'ils le fassent sans toucher aux autres. Parce que quand vous venez dire, vous voulez des gens, d'abord vous n'êtes pas courageux. Parce qu'un homme courageux aurait dit, telle personne est sous-traitant. Comme ça on allait avoir le débat. Mais les gens ne sont pas courageux, des faillots. Et prochainement qu'ils soient plus courageux que ça. Qu'ils disent ce qu'ils pensent. Et nous on pourra répondre tranquillement. Mais venir faire croire qu'on a fait le débat sans... Ça nous prend. Professeur Banga. Non, s'il vous plaît. Fayot, c'est une injure. Non, vous lui demandez au moins de retirer ça. Je ne retire de faire. Mais vous m'interrompez. Mais laissez-moi le faire. Non, je ne retire rien. D'emblée, je ne retire rien. À la fin, Wakili, s'il vous plaît. Professeur Banga. D'emblée, je ne retire rien. Professeur Banga. Oui, Ali. C'est moi qui conduis ce débat. Si. Pour la bonne intelligence de ce débat, pour que les citoyens et les citoyennes nous suivent et s'intéressent essentiellement au débat d'idées, je vous propose, s'il vous plaît, de retirer ce mot et d'avoir un vocabulaire moins agressif les uns envers les autres. Ce n'est pas seulement pour vous. Je le dis pour tout le monde. Par amitié. Ce soir, oui, bien sûr, absolument. Je vais retirer. Mais j'insiste là-dessus, ce n'est pas valable seulement pour vous. Messieurs, ce soir, les Ivoiriens allument leur télévision depuis 20h05. Tous les dimanches soirs, ils veulent faire évoluer leurs connaissances. Ils veulent améliorer leur connaissance du champ politique et de tous ses attributs. De grâce, servons aux Ivoiriens des débats sans injures, sans méchanceté. Dans un débat contradictoire, il y a des fois où on n'est pas content de mots prononcés, mais tant qu'ils sont respectueux des uns et des autres, finalement, on finit par s'entendre. Professeur Banga, je sais pouvoir compter sur vous. Non. On poursuit, on retourne dans la profondeur du sujet. Ce soir, je suis très calme. Bien sûr. Mais j'aime pas que ceux qui envoient des pics, il faut me permettre aussi de répondre à ces pics. Mais on va évitons tous les pics alors. On va revenir, voilà, parce que les premiers qui ont déclenché les pics, bien sûr. Allez-y. OK, on revient. On a dit que on a demandé au parti politique de faire des papiers. Non, personne n'a demandé à un parti politique de faire des papiers. On a demandé au parti politique d'être sérieux. Un parti politique sérieux, dans la mission d'un parti politique, il y a l'éducation de ses militants. Il y a l'éducation de la citoyenneté. Donc un parti politique sérieux, c'est un parti politique qui, dans ses sections, n'attend pas la veille pour dire à ses militants, il y aura ça. Parce que le truc de base s'est fait depuis juillet. C'est les mêmes partis politiques, on va revenir aux arrangements, qui sont allés voir la CEI, qui ont demandé qu'on ait tout ça jusqu'au mois d'octobre. La CEI, à son tour, a plaidé auprès du gouvernement pour qu'on ait les facilités. Les partis politiques le savent. Donc un parti politique sérieux, c'est un parti politique qui anticipe, qui dit à ses militants dans ses bases, apprêtez-vous, vous aurez telle façon, vous aurez telle façon. Deuxième chose, à la fin, un parti politique a tout à fait le droit d'accompagner ses militants, aller faire le papier et revenir avec eux. Ce n'est pas un problème. Toute organisation a le droit d'un parti politique. C'est que moi-même, Arthur Banga, je peux dire par exemple aux gens de mon village à Yebo, je vais à Yebo aujourd'hui, venez-vous tous, on va aller à la mairie, on va faire vos papiers. Ils ont tout à fait le droit. Encore plus ces partis politiques parce qu'ils bénéficient du financement public et ils ont dans leur cahier de charge de faire de l'éducation à la citoyenneté. Personne ne demande à les partis politiques de payer quelque chose. Donc il faut que les gens comprennent déjà avant de se plaindre. Deuxième chose, on a parlé d'arrangement avec la loi. D'abord, quand j'entends le PPACI parler d'arrangement avec la loi, ils oublient qu'avant-hier, ils sont partis demander de l'humanité au président de la CEI quand celui-là leur a posé la loi pour la réinscription de Laurent Gbagbo. Il était très ferme, il leur a dit, oui, on va entendre l'humanité sous la possibilité d'accord politique. Et je reviens à ça. La CEI
elle aussi le fruit, elle est d'abord le fruit de la loi, mais aussi le fruit d'accords politiques. Donc sur la question des élections, on peut avoir des arrangements avec la loi si la classe politique ou sur les questions techniques l'impose. Voilà, donc il ne faut pas faire comme si dans ce pays, on n'a jamais fait d'arrangement avec la loi, pourvu qu'on ait des accords politiques. Et d'ailleurs, c'est ce que le président de la CEI a rappelé au PPACI. Il ne peut pas, au nom du droit, réinscrire Laurent Gbagbo. Le PPACI a demandé de l'humanité, donc en quelque sorte, un arrangement avec la loi. Il leur a rétorqué que ça, si vous, politiques, vous attendez, c'est la même chose qu'il a dit sur l'audit. Il dit, bon, vous voulez un audit. Moi, j'ai mes articles 6, 11 et 12 qui me permettent de faire ce que moi j'ai défini comme un audit. Mais après, c'est vous. Si vous, les politiques, vous vous arrangez, comme vous êtes arrangés pour demander des vice-présidents et qu'on a nommé en s'arrangeant avec la loi. Donc, ce n'est pas du juridisme. Personne ne demande de s'accrocher à la loi. La loi est dans un contexte et on peut avoir tout à fait des discussions politiques qui vont permettre à la loi de s'appliquer. Alors, donc, cette affaire d'humanisme, finalement, d'humanité, il y a eu cet entretien entre le président, professeur Sébastien Dano-Diédié, et le président de la CEI, le PPACI, pardon, qui avait conduit une délégation pour demander au président de la CEI de trouver les moyens par humanité. Le PPACI n'a jamais dit ça. Ah, d'accord. Non, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, c'est vrai. S'il vous plaît, Fabrice Lago est cadre du PPACI. S'il estime que le parti n'a jamais dit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais il est sur le plateau, il fait partie du parti. On est d'accord. Non, s'il vous plaît, professeur Banga. Monsieur Ali. Oui, Steve Biko. Le PPACI n'a jamais demandé à la CEI d'inscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale par humanité. Qu'est-ce qui a été dit? Et je mets au défi toutes les personnes qui décident de nous produire la déclaration. Nous avons rendu visite à la CEI. Nous avons évoqué, avec la CEI, fait un bilan du processus d'enrôlement. Nous sommes revenus sur les différentes difficultés administratives et techniques rencontrées par les Ivoiriens dans le processus d'enrôlement. Naturellement, nous avons évoqué aussi le cas de la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est cela. Le président de la CEI, pour toutes ces questions que lui a été soumises par le PPACI, a dit oui, il y a des questions qui sont d'ordre technique, il y a des questions qui sont d'ordre juridique, et puis il y a des questions qui sont d'ordre, on va dire, politique, qui pourraient demander. C'est le président de la CEI qui prononce le thème. Non, s'il vous plaît, professeur Banga, on le laisse terminer, s'il vous plaît. Nous disons... On le laisse terminer. Je ne veux pas refaire, le débat sur la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. S'il vous plaît. Il va sans dire que ce n'est pas à la CEI que nous nous adressons lorsque nous parlons de la candidature du président Laurent Gbagbo. Nous savons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas, avec tout le respect que nous avons pour M. Kubier, il ne peut pas prendre sur lui d'inscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc, vous savez, sur cette question-là, il n'est pas notre interlocuteur principal. Même quand on dit que le PPACI s'est rendu à la CEI... Mais c'était quoi le sens de la démarche, de la visite? Parce que nous avons constaté un certain nombre de choses. On nous reproche souvent de ne pas aller voir la CEI lorsque nous constatons des impairs. Là, le processus s'est déroulé. Nous avons envoyé des délégations au plan national qui ont relevé, qui ont fait des constats. Nous sommes allés partager ces constats avec la CEI pour que ces situations que nous avons rencontrées s'améliorent. Alors, au terme de la rencontre, on a vu la vidéo circuler partout. Le président de la CEI, avec les cadres du PPACI autour de lui, a dit que le président, le chef de la délégation, a souhaité que la CEI puisse remettre le président Laurent Gbagbo sur la liste par humanité. Il a dit, les autres étaient autour. Non, c'est pour ça que j'ai dit. Oui. Parce qu'il n'y a pas eu de réaction tout de suite. Non, vous savez, ces propos sont tenus. C'est pour ça que je dis, ces propos sont tenus par le président de la CEI. Nous disons, il n'y a pas que la question du président Laurent Gbagbo qui a été discutée. On l'a entendu. Il y a plusieurs sujets. Donc, il y a des sujets, effectivement, comme je vous l'ai dit, qui sont d'ordre juridique, d'autres sont d'ordre technique, et puis il y a d'autres où... Voilà, donc il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas travestir les propos du président. Maintenant, si le président de la CEI l'entend comme une demande d'humanité, vous conviendrez avec moi que c'est son avis à lui. Mais sur la question, vous avez écouté le président Laurent Gbagbo sur la question de sa candidature, il a dit clairement qu'il sera candidat et qu'il est engagé pour l'élection présidentielle. Donc pour nous, ça c'est un débat qui est dépassé. Nous préparons l'élection présidentielle de 2025 parce que nous sommes convaincus que le président Laurent Gbagbo sera dans les starting blocks. Donc les questions que nous avons soulevées avec le président de la CEI, je les ai énumérées. Et nous ne sommes pas allés demander au président de la CEI de faire en sorte que notre représentant devienne vice-président. Monsieur, nous avons un groupe parlementaire. Il y a des partis ici qui n'ont même pas 5 députés, qui ont des postes de vice-président à l'Assemblée nationale. Il y a des partis qui n'existent pas sur le terrain, qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Nous estimons qu'en tant que parti politique, qui a un groupe parlementaire dûment représenté à l'Assemblée nationale, le PPACI mérite d'avoir un vice-président comme tous les autres. D'accord. Donc, le dire, ce n'est pas aller plaider pour que notre représentant, je ne sais pas qui est quoi, devienne vice-président. Nous disons
que le PPACI. Mais est-ce que vous ne trouvez pas incongru que le PPACI, qui est un groupe parlementaire, n'ait pas de vice-président à l'Assemblée nationale, tandis que des partis qui ont un ou deux députés ont un poste de vice-président à l'Assemblée nationale? Est-ce que ça ne choque pas la conscience? Est-ce que moralement, c'est juste en fait? Donc quand le PPACI le dit, on ne plaide pas. C'est de l'ordre de la revendication. Très bien. Guillaume, je reviens à vous tout de suite. Sur la question de l'humanité, cette fameuse expression qui avait suscité le débat, voilà la réaction de Fabrice Lago. C'est vous qui avez commencé avec cela. Je maintiens mon propos. Le PPACI a d'abord, il reconnaît, ils ont évoqué, au moment même, à la fin de la réunion, c'est eux-mêmes qui ont évoqué, avec le mot humanité, la question de Laurent Gbagbo. Ils ont dit au président de la CEI que, en fait, avant de lever la séance, on ne peut pas faire la séance sans aborder la question de Laurent Gbagbo. Et c'est eux qui ont demandé l'humanité en disant au président de la CEI, comme on sait que juridiquement vous ne pouvez rien, peut-être que dans l'humanité vous le pouvez. Et la vidéo compte rendu est là devant nous tous. Mais pourquoi quelque chose qui s'est passé devant nous, sous nos yeux? Les gens veulent inventer un truc. Demandez à Danon, il a bien répété qu'il demande l'humanité. C'est le PPACI qui a demandé l'humanité. Très bien. C'est pas quelqu'un d'autre. Très bien. Guillaume Bateau. Oui, je pense que Fabrice, je crois qu'il doit, pour parler comme mon ami Aristide Kenda, il doit remettre ses batteries à jour. Il doit remettre ses batteries à jour. Ça peut le faire. Non, parce que d'abord, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il pense que moi je cherche son amitié. Il se trompe lourdement. Non, oui, je trompe lourdement. Oui, c'est pas mon ami. On a dépassé ça. Oui, non, c'est pas dépassé, c'est mon tour de parole. Il faut que je le lui rappelle. Donc il faut qu'il remette ses batteries à jour pour qu'il puisse faire ses débats plus sereinement. Premièrement, la vice-présidence à la CEI ne sont pas en fonction des groupes parlementaires. Il y a longtemps que le PPACI a son groupe parlementaire et c'est maintenant qu'il demande. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème que moi j'ai personnellement le PPACI, c'est qu'il dit une chose la nuit et le matin dit autre chose. Et ça, Fabrice ne peut pas nous l'enlever. Vous ne pouvez pas faire de la CEI bashing pendant des mois et des mois. Et vous présentez à la fin d'une opération aussi cruciale. Vous avez envoyé des missions, vous avez dit, on vous le conseille pour faire des constats. Et en même temps, faire une demande d'augmentation de salaire de M. Demba. C'est à ça que ça ressemble. Pas rien d'autre, parce que tous les commissaires de la CEI sont associés au travail de la commission. Mais quand vous demandez une vice-présidence, pour quelqu'un qui est déjà dans la commission, vous dites que c'est parce que vous avez un groupe parlementaire. Mais le groupe parlementaire, c'est depuis 2021. On ne vous a jamais vu demander cette vice-présidence. Non, il faut que les gens soient, bon, je ne dirais pas sérieux, pour ne pas prendre le mot de mon jeune frère, et à cause du professeur Banga, mais je dis qu'il faut que les gens soient cohérents. Parce qu'aussi, notre classe politique, on a besoin de cohérence. On a besoin les citoyens qui nous écoutent, qui ont envie d'avoir confiance au processus. Quand on leur envoie des messages contradictoires, il y a des difficultés. Il faut, si on veut être utile, et qu'on sorte des débats puérils de oui, un tel parti n'a pas ceci, mais écoutez, quand vous avez boycotté pendant 10 ans le processus électoral, que vous avez demandé à vos militants de ne pas vous inscrire, mais prenez-vous à vous-même. Voilà, le PPACI ne peut pas tout chercher à chercher des boucs émissaires chez les autres. Michel? Un jour, il va falloir qu'ils s'assument leur propre turpitude. C'est aussi simple que ça. Très bien. Michel? Oui, moi je crois que sur ce débat-là, on fait souvent fausse route. Parce que lorsque le PPACI va sur le président de la CEI, mais cela a été demandé par le porte-parole du gouvernement, qui a dit pour la question pour que le PPACI s'adresse à la CEI. Donc, quelle question? Sur la question de l'inscription de Laurent Gbagbo, il a dit. Donc, je pense que cette démarche-là, comme il a dit tout à l'heure, il a dit encore qu'on ne va pas faire la révision éternellement. Je pense qu'il y a une posture qu'il faut noter qui est suffisamment cohérente. Quand le porte-parole du gouvernement prend la parole pour demander aux partis politiques de s'adresser à la CEI, c'est normal que les partis politiques aillent vers la CEI pour leur adresser certaines requêtes. Et je pense que la réponse du président de la CEI nous fait espérer que les choses iront dans le sens de l'arrangement politique pour qu'on arrive... Non, pas question d'espoir. Parce qu'en fait, n'oublions pas que tout ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour, pour qu'on ait des élections où tout le monde y participe, il y a eu un accord, il y a eu des accords politiques. Donc, c'est ces accords politiques qu'on peut souhaiter de tous nos voeux. Parce que ce qu'on oublie souvent, moi je dis souvent aux gens, vous savez, aujourd'hui, ce monde-là, il y a des tensions un peu partout. Au point que
tout le monde même, si vous créez une tension chez vous, je me demande bien si la Côte d'Ivoire veut répéter ces crises de 2020 et de 2010. Je me demande bien si on aura encore cette communauté qui s'est mobilisée autour de nous pour nous aider à sortir de ces crises-là. Donc, il faut souhaiter plus ou moins ce consensus-là. Non, s'il vous plaît. Il faut souhaiter plus ou moins ce consensus-là, cette entente autour de l'inscription du président Laurent Gbagbo pour qu'on ait des élections inclusives et apaisées. Parce que moi, je crois que c'est notre devoir en tant que débatteur, en tant que faiseur d'opinion, de souhaiter ce qui est le meilleur pour nous tous. Bien sûr. Voilà. Alors, les partis politiques ivoiriens communiquent-ils suffisamment sur leur programme de société que celle ivoirienne lambda sur ce que propose le parti au pouvoir et ceux de l'opposition sur la question notamment de la santé, de l'éducation et de l'emploi? Les éléments de réponse dans ce micro-trottoir et on en parle juste après. Bon, en termes de projet politique, généralement, je ne vois pas trop de quoi qu'est-ce qu'ils nous proposent. Généralement, c'est comment adhérer, nous motiver à participer. Voilà. Mais les projets qu'ils ont à nous proposer, franchement, pour le moment, non. Peut-être qu'on attendra les élections, la campagne électorale pour savoir ce qu'ils vont nous proposer. Sinon, actuellement, là, comment nous motiver à adhérer à leur parti, c'est ce qui les intéresse, en fait. Bon, la santé, bon, c'est-à-dire que sur le programme de les partis politiques, sincèrement, moi, je ne saisis pas bien leur programme, c'est-à-dire le PPACI, Cham, le président Cham de PDCI, tout et tout. Moi, je n'ai pas trop d'informations sur leur programme. Si pour celui que je me base, c'est celui qui est là actuel. Parce que je sais que lui, il est en fonction. Bon, en fait, moi, je ne sais pas, jusqu'à peu du contraire, ils n'ont pas encore donné un nouveau programme. Bon, je me méfie par rapport à l'ancien programme, parce que le PPACI, c'est un rejeton du FPI. Donc c'est pratiquement la même politique sanitaire. Assurance maladie universelle. Bon, c'est pratiquement, même si vous n'avez pas dit, c'est le même gars, s'il revient au pouvoir, c'est ce qui va continuer. Il n'y aura pas une nouvelle politique. C'est pratiquement le même truc là qui se répète depuis au moins 20 ans. PPACI, avec l'ex-président Laurent Gbagbo, quand il est venu depuis le FPI, il a dit de donner la possibilité à d'autres personnes de pouvoir mieux s'exprimer. Voilà, c'est ce qu'il avait retenu de lui. Ce micro-trottoir m'inspire une autre question. Est-ce que les Ivoiriens, finalement, s'intéressent au programme avant de porter leur voix sur un candidat en particulier pour briguer la magistrature suprême, Michel Betta? Moi, je crois qu'il s'y intéresse. Il ne faut pas se leurrer. Quand on a suivi les élections de 2010, toute l'année, au cours de cette tournée, le président Ouattara a présenté son programme avec des chiffres de milliards. Ce qui a vraiment, je pense que ça donnait un peu à réfléchir aux citoyens lambda pour dire, ben attends, s'il peut apporter tant de milliards, il y a eu tellement de débats autour, s'il peut apporter tant de milliards, c'est qu'il peut aider quelque peu à l'embellissement économique de la Côte d'Ivoire. Donc c'est avec plein d'espoir qu'ils sont allés, pour ceux qui étaient ses partisans, aller voter pour lui. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas ils écoutent les programmes. Ils écoutent les programmes, ils suivent les programmes et ils veulent encore quelque chose qui touche à leur quotidien. C'est pourquoi, lorsqu'on se remémore encore la campagne, il parlait de on va lutter contre la pauvreté, ne donne pas ta voix à la pauvreté. On a vu que tous ces discours-là ont eu des impacts sur l'élection qui a suivi. Donc, les Ivoiriens s'intéressent au programme, mais il appartient aux partis politiques, comme on le dit, de présenter ces programmes-là de façon plus lisible. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le cas aujourd'hui? Non, aujourd'hui, on ne voit pas tellement de programmes. Ça, il ne faut pas se le... On ne voit pas. Est-ce que c'est normal pour vous, à 11 mois de l'élection? Mais le programme électoral aussi s'inscrit dans un code qui est défini par la loi électorale. On doit déballer pendant la campagne électorale. Pas forcément. Non, la campagne est encadrée. Oui, la campagne est encadrée. Mais rien n'empêche un candidat d'un parti politique de venir sur un plateau de télévision pour dire que son rêve pour la santé en Côte d'Ivoire, c'est ceci, c'est cela. Mais certainement qu'il serait interpellé. Parce que moi, je pense que... Non, il serait interpellé. Mais pourquoi? Parce que le programme, quand tu le présentes, on suppose que tu es en campagne, alors que la campagne n'est pas ouverte. Pas forcément. Pas forcément. Bon, on le voit avec certains qui déballent leur programme. Il y a une émission que je tiens sur cette chaîne, ça s'appelle Sans réserve. Une interview où souvent je pose la question de savoir à mes invités comment vous voyez la Côte d'Ivoire dans 5 ans, dans 10 ans. Ils se prononcent avec souvent des projets. On n'a jamais interpellé personne pour ça.
Non, quand je le dis, je veux dire quelque part que quand il s'agit d'un candidat déclaré à une présidentielle, il faut que pour son programme, ça s'inscrive dans le cadre de la campagne. Sinon, avant la campagne, il dit ce qu'il va faire, mais on ne voit pas ça en termes de programme de gouvernance. On voit ça plutôt en termes de propositions pour... je ne dirais pas pour gouverner. Non, les gens le font. Les gens le font. Chacun présente ce qu'il va faire, chacun dit ce qu'il va faire, mais je ne crois pas que ce soit défini comme un programme de campagne. Très bien. Landry? Allez, d'abord, je voulais rectifier quelque chose. Allez-y. Précédemment, la révision de la liste électorale qui a eu lieu en octobre-novembre 2024, celle qui l'a précédée a commencé en 2022. C'est important de le souligner. Et je répète encore que par expérience, il est prouvé que la mise en œuvre de l'article 6 pose problème et ce n'est pas un scandale de pouvoir reformuler un texte ou alors se doter des moyens techniques en vue de proposer un nouveau procédé. Ça ne fera pas tomber le ciel sur la tête des Ivoiriens, bien au contraire. Et ça va nous éviter ou nous permettre de faire l'économie de ces débats de dépenses d'énergie inutiles. Autre chose, par rapport à la question qui est posée, Ali, un programme de gouvernement est un ensemble d'initiatives et de projets cohéremment mis en œuvre, dans la conception, bien sûr, et dans la mise en œuvre, en vue de pouvoir répondre aux aspirations, aux besoins d'une population. Ce programme à lui-même résulte d'un projet de société. Les partis politiques en Côte d'Ivoire, la société politique, je préfère m'adresser ainsi, la société politique a, au-delà de la conquête du pouvoir d'État, une mission qui est celle d'éduquer ce qu'on appelle trivialement les masses ou le peuple. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas habitués à quelque chose qu'il ne faut pas leur proposer, d'autant plus que ce qui leur est proposé participe à améliorer leur qualité de vie. Les Ivoiriens méritent, dans leur maturité politique, qu'au-delà des traits physiques, ethniques, culturels ou religieux des personnes aspirant à devenir président de la République, il leur soit proposé une offre politique structurée, cohérente, ayant du contenu. Et les personnes en mission ou les personnes désignées ou dédiées à mettre en œuvre cela. Parce que vous pouvez avoir les plus belles idées du monde. Mais si les personnes qui sont censées mettre en œuvre cette idée-là ne le sont pas ou n'inspirent pas suffisamment confiance, il serait fort difficile pour les personnes d'adhérer à votre offre. Oui, s'il y a un déficit, une insuffisance d'offres en termes de programme de gouvernement, il est important qu'il y ait une formulation. Vous savez, la société ivoirienne dans sa généralité se transforme. Parce qu'on est de plus en plus instruit. Très jeune, à 20 ans, on peut avoir 2 masters. Ces enfants-là ou ces jeunes-là ont contact avec le reste du monde, grâce à la télévision, grâce aux réseaux sociaux. Ils écoutent et ils voient. Ils s'intéressent au débat. Combien sont-ils ces Ivoiriens qui assistent chaque dimanche à ce programme qui concurrence même des matchs de football, de championnats étrangers? Les gens sont intéressés, les gens écoutent. Et si leur nombre n'est pas aussi insuffisant, non pas atteint ce qu'on appelle la masse critique, ne vous étonnez pas que dans 5-10 ans, ce soit la chose qui soit réclamée principalement aux partis politiques. Il ne suffira pas de s'appeler X, Y pour pouvoir susciter l'intérêt d'un Ivoirien en vue d'avoir son vote. Déjà même que les gens traînent les pas en vue d'aller se faire inscrire sur la liste électorale. Déjà même qu'ils auront encore du mal à se lever pour aller voter parce que le taux d'abstention est important. Ces Ivoiriens la réclament plus. Ils le méritent. Ils ont assez de la médiocrité qui leur est offerte. Ils en ont assez de pouvoir faire le choix de quelqu'un par rapport à ce qu'il aurait été. Ils construisent leur vie pour le présent et pour l'avenir. Il faut être en capacité de pouvoir jauger les enjeux qui engagent notre pays pour les prochaines années, considérablement, considérant ce que nous avons en interne au niveau externe. Et de sorte que, pour ce qui est des 3 piliers qui constituent l'État, c'est-à-dire le territoire, la population et le gouvernement, on a des programmes de gouvernement qui soient suffisamment adressés pour ces 3 éléments-là afin qu'ils soient équilibrés. Lorsque j'aurai encore la parole, je pourrai donc mieux m'étaler sur la question, mais je permettrai donc aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer. Merci beaucoup, c'est très aimable de votre part. Je vous en prie. Bateau. Landry est devenu très altruiste. J'ai toujours été altruiste. Alors, 2 choses. La question, Ali, que vous posez savoir, est-ce que les Ivoiriens, ça les intéresse? Oui, ça les intéresse. Je suis d'accord avec Landry, ça va les intéresser de plus en plus.
Parce que, effectivement, la tradition du parti unique faisait que le projet n'était pas... Oui, quand je parle de parti unique, bon, Arthur... On n'y est plus depuis... Qui a les acquaintances un peu avec l'ancien parti unique. Quand même. Non, mais c'est ça. Parce que vous avez nos parents qui ont été plutôt formatés par le parti unique. En ce moment-là, il n'y avait pas de projet. Puisque c'était le président Houphouët-Boigny était déjà élu par avance. Il y avait un projet, le congrès était un projet. Le plan quinquennal, tout ça. Bon, ok. Je vous le concède. Je vous le concède. Mais depuis le multipartisme, et avec le Front populaire ivoirien, on a commencé à inculquer la culture du projet de société et du programme de gouvernement. Et aujourd'hui, même pour les élections locales, les candidats s'efforcent de proposer quelque chose. Bon, c'est vrai que généralement, quand ils arrivent au niveau de la gestion, ils ne font pas toujours la même chose. C'est une paire de manches. C'est une paire de manches. Mais je dis que, contrairement à ce que dit mon ami et voisin de gauche, Beta Michel, un homme politique, il est permanemment en campagne. C'est vrai, il y a la campagne encadrée, mais entre deux élections présidentielles, pour les candidats à l'élection présidentielle, vous êtes en campagne. Toi, tu es en campagne. Moi, je suis tout le temps en campagne. Parce que vous n'aurez jamais suffisamment de temps, en 2 semaines, et pour ceux qui sont candidats à la présidence de la République, parcourir toute la Côte d'Ivoire pour présenter votre programme, votre projet. Parce qu'après, compte tenu du fait que nous avons beaucoup de populations encore analphabètes, il faut de la communication de proximité. C'est ce qui amène des tournées, c'est ce qui amène des meetings. Mais à ces meetings-là, vous n'allez pas juste dire « Ah, bonjour, je m'appelle Arthur Banga, je veux vous saluer ». Non. Si je suis ici, c'est pour vous proposer, par exemple, nous, on a parlé en 90 de la décentralisation, on a parlé de l'assurance maladie universelle, on a parlé de l'école gratuite, on a parlé de la libération de l'espace audiovisuel, etc. Ce sont des sujets qui ont été portés pendant longtemps par le Front populaire ivoirien, sont aujourd'hui portés par d'autres. Mais bon, il faut reconnaître que nous étions... nous sommes la copie originale. Même si aujourd'hui, les photocopieurs veulent nous challenger. Bref, pour dire quoi? Que oui, le programme est important. Et oui, moi, je pense que ce n'est pas normal qu'à 11 mois d'élection présidentielle, on n'ait pas ce débat-là. Nous, on sait d'un congrès où on a d'autres programmes. Le président Afi était en Europe, ou sur beaucoup de plateaux de télévision, dans les médias. Il a avancé les grands traits de son programme. Il faut maintenant que nous rentrons dans ce débat. Parce que c'est ce que nous attendons. Pour qu'il y ait débat, projet contre bilan. Le RHDP a pratiquement 15 ans de gestion de l'État. Il faut qu'en face, on rentre maintenant dans le débat pour qu'on puisse faire des propositions. Et ça, c'est aussi le rôle d'une émission comme NCI 360. Fabrice Lago, que répondez-vous, entre autres, vous aurez le temps de développer votre point sur cette question. Il y en a qui disent, qui estiment que justement, c'est la pauvreté de l'offre politique générale en Côte d'Ivoire qui fait que les citoyens ne se bousculent pas, ne trouvent aucun intérêt à aller, par exemple, se faire enrôler. Non, je ne crois pas que ça peut faire partie du problème, mais je ne crois pas que ce soit le problème principal. Vous savez, Michel, je voudrais faire un constat général avant d'aller au particulier. Je pense que l'évolution des moyens de communication permet d'enrichir le débat politique. Absolument. Ouais. Donc le développement des médias, et même des médias alternatifs comme Internet, contribue à enrichir, à former même la citoyenneté et enrichir le débat politique. Vous savez, il y a quelques années, les médias étaient limités, les hommes politiques pouvaient se réfugier derrière la religion ou même l'ethnie. Mais aujourd'hui, le fait qu'on ait accès à Internet, que les Ivoiriens et que même les Africains puissent voir ce qui s'est fait ailleurs, comment se déroule une campagne électorale, comment ça discute d'idées, je pense que ça sert la cause de la démocratie. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. La Côte d'Ivoire est en train de suivre un processus normal. Vous voyez, de plus en plus, les citoyens s'intéressent aux questions politiques. On a même des Ivoiriens qui allument leurs caméras et qui se prononcent sur l'actualité politique, qui prennent fait et cause. Donc, la démocratie, le processus de démocratisation est en cours avec quelques écueils, mais pour moi, il n'est pas alarmant. Maintenant, en ce qui concerne le PPACI, puisque ma parole engage mon parti politique, je voudrais préciser que le président Laurent Gbagbo, notre candidat à l'élection présidentielle, a de tout temps écrit des livres pour partager ses idées et sa vision de la Côte d'Ivoire. Je pense que tout citoyen qui s'intéresse à la vie politique du pays connaît dans les grandes lignes les idées du président Laurent Gbagbo. Lorsqu'il a été investi comme candidat à la présidentielle par EDS, nous avons présenté ce que nous avons appelé les 10 piliers de la Renaissance. Et par la suite, nous avons les 10 engagements du président Gbagbo en tant que candidat. C'est un document que nous avons mis
à la disposition de la presse, largement. Je pense que tous les hommes des médias l'ont reçu. Il appartient maintenant de convoquer le PPACI pour qu'il s'en explique s'il le souhaite. Donc nous avons des idées, nous continuons de les promouvoir. Nous sommes, et je suis d'accord là-dessus avec M. Bateau, nous sommes en campagne parce que lorsque nous critiquons la gestion du pouvoir et que nous faisons des contre-propositions, c'est parce que nous voulons expliquer aux citoyens que nous sommes une alternative crédible à la gestion actuelle. Donc effectivement, nous avons coutume de dire qu'au PPACI, nous avons et les idées et les hommes pour gérer le pouvoir d'État. Donc, vous nous tendez la pêche, je la prends et je vous dis, effectivement, nous serons heureux que ce soit NCA nous invite pour parler justement des 10 piliers de la Renaissance que nous avons mis à la disposition de la presse et des 10 engagements du président Laurent Gbagbo qui sont également à la disposition de la presse. Donc, nous attendons ce débat, mais en attendant, chaque fois que nous allons en tourner à l'intérieur du pays, mais ce sont des extraits de ces idées que nous partageons avec les Ivoiriens, et nous disons qu'aujourd'hui, la frange d'Ivoiriens qui s'intéresse de plus en plus aux projets politiques, aux programmes de gouvernement pour voter, elle va s'agrandir. La situation n'est pas alarmante. Il appartient aussi aux hommes politiques, aux leaders d'opinion, de ne pas se réfugier derrière des questions qui ne sont pas de l'ordre de l'argumentaire, de ne pas se réfugier derrière l'ethnie, de ne pas se réfugier derrière la religion, de rester dans le débat uniquement d'idées, parce qu'on a vu des ministres ici tenser des partis politiques, les accusant d'être des partis tribalistes. Donc nous pensons que ce genre d'attitude aussi ne sert pas la cause de la démocratie. Discutons des idées, rien que des idées. Et puis comme le tribalisme est plus ou moins un délit, s'il y a des partis qui sont tribalistes, la justice s'en chargera. Mais nous, hommes politiques, discutons d'idées et puis que le débat s'engage et que le meilleur soit celui qui convainc le plus d'Ivoiriens. Très bien. Professeur Banga. Oui, c'est très intéressant qu'on revienne sur le fait que l'ethnie ne doit pas avoir trop de place parce qu'il y avait une campagne à Daloa, je crois, où on a cherché le village d'un candidat, si je me trompe. Mais ce candidat a laminé ses adversaires. Ça prouve que le tribal n'a pas trop sa place en politique et c'est tant mieux. Je félicite les populations de Daloa qui ont donc laminé ceux qui ont voulu mettre l'ethnie dans la campagne à Daloa. Pour revenir au sujet en lui-même, il y a deux choses. Je suis d'accord avec Guillaume, il y a quand même, avec Beta, dans les élections en Côte d'Ivoire, il y a toujours eu du programme. Vous prenez l'élection de 1995, le Yes We Can, oui nous le pouvons, le progrès pour tous, c'est bonheur pour chacun, les 10 chantiers de l'Afrique. Et en face, il y a la clé du vrai changement de Francis Vaudier. En 2000, Laurent Gbagbo est sorti avec la refondation. C'était clair. Et d'ailleurs, quand il est arrivé au pouvoir, on partait vers ce qu'il avait affirmé dans la refondation. En 2010, la force de Ouattara, c'était ça. Parce que alors que le PDCI et la LMP à l'époque n'arrivaient pas à faire sortir, ne parlaient pas trop de programme, Ouattara, il est venu parler de programme. La solution, je vais faire des maisons, je vais... Donc, il y a eu... Et c'est ce qui me fait mal aujourd'hui. Lago, oui, moi j'ai lu la première fois Laurent Gbagbo en 80, j'étais en 4e, je crois, en 96, je crois, j'étais déjà, tout ça, il avait dit, hein, l'AMU et tout ça. Mais justement, la preuve, c'est son dernier livre qui date depuis cette époque. Justement, depuis 2010, malheureusement, les questions de programme n'ont plus jour dans les débats politiques. Ça, c'est dommage. Et ça appauvrit le débat politique. C'est clair. Il y a l'idéologie, la vision, le programme. Le programme n'a pas besoin d'être complet. Mais quand un homme politique arrive, quelle que soit l'année, quand il arrive, on lui dit éducation, il doit pouvoir dire à peu près ce que je vais faire. Après, on est d'accord qu'il y aura le projet durant la campagne qui va revenir sur comment on le fait tactiquement, comment on le met en place, comment on le finisse. Mais aujourd'hui, malheureusement, quand on a des questions politiques ou quand les hommes politiques se prononcent, on ne sait que très peu de ce qu'ils ont comme programme, comme vision. Alors que par le passé, alors qu'on a ce savoir-faire. En 2020, on a manqué parce qu'on n'a pas eu de véritable campagne. Je pense qu'on aurait pu le faire parce que la convention qu'on avait faite à Yamoussoukro, le discours de Bédia à la convention, c'était extraordinaire. C'était vraiment son programme avec des points. Il était allé jusqu'à dire quand je vais gagner, voici les départements que je vais transformer en préfecture, etc. Ça, c'était intéressant. Il est important qu'on revienne de plus en plus en ça, parce qu'il y a ce savoir-faire. Moi, je pense qu'on a ce savoir-faire. On l'a déjà démontré, au moins depuis 90.
jusqu'en 2010 que nos élections étaient principalement des élections où on tournait autour du pouvoir. D'ailleurs, Laurent Gbagbo dit la refondation jusqu'à aujourd'hui. Henri Konan Bédié, tout le monde se souvient du progrès pour tous, du bonheur de chacun. Alassane Ouattara, tout le monde se souvient de la solution. Un peu de Côte d'Ivoire solidaire. Vous voyez qu'on a perdu en qualité. Alors qu'on devait l'avoir davantage, puisque au moins on commençait... Le multipartisme est arrivé en Côte d'Ivoire avec un taux d'analphabétisme autour de 70% de la population. Donc, 70% de la population ne parlait même pas bien français. Donc, en ce moment, comprendre le programme, c'est des choses difficiles pour elle. Donc, il lui restait quoi? La religion, la proximité. Avant même, on t'appelait. Nos parents, ils appellent au visage, ce que mon fils dit de faire, c'est ce qu'on va faire. Ou bien, ils t'appellent, on demande quoi? De plus en plus, ça recule. Après, attention, ici comme ailleurs, le programme est important, mais ne fait pas tout. On peut avoir un super projet et perdre une élection. Parce qu'on n'a pas le bon candidat, parce qu'on n'a pas bien communiqué, parce que justement, c'est pour ça qu'on parle aussi d'une élection présidentielle. La phrase de De Gaulle, c'est aussi un rendez-vous entre un homme et le peuple qui va la voter. Donc, le programme est important, mais attention, on ne se limite pas qu'au programme. En Afrique, les gens sont très touchés par la proximité. Et c'est ce que je reproche, par exemple, aux gens du PDC. J'estime qu'aujourd'hui, Tidiane Thiam, on ne le connaît pas assez et il fait... Il est parti aux États-Unis. Il était un peu... Après 10 jours en Côte d'Ivoire, il est parti aux États-Unis. Non, s'il vous plaît. C'était pas mal. Mais je trouve que, par exemple, lui, ça va lui manquer. Par exemple, par rapport à Laurent Gbagbo, tu es là, je le mets dans un marché et puis allez, lui te fait la campagne. Il s'amuse avec ça depuis. C'est ce qu'il s'est fait. Et c'était l'une des forces de ces 3 elders. Parce qu'ils ont su construire une histoire avec des Ivoiriens. Vous partez dans des villages où on te dit, je suis passé ici parce que Laurent Gbagbo, il a dormi ici. Voilà. Alassane Ouattara, il est passé chez moi. Ça fait partie aussi de l'homme politique. L'homme politique, ce n'est pas que le programme. Une élection, ce n'est pas que le programme. Mais il est important qu'on vienne sur le programme. Troisième point sur ce que là-dessus je vais terminer, la question du bilan. Attention justement. Pour moi, l'élection, elle est plus importante par le projet que par le bilan. Sauf que on risque de se retrouver dans une campagne 2025, malheureusement, où les bilans seront plus mis en évidence. Parce que tu as déjà commencé parce que déjà les principaux partis, ils ont tous gouverné. Et donc, chacun va essayer de ramener, ah ouais, toi, qu'est-ce que tu as fait, toi, qu'est-ce que tu as fait. Et donc, ça risque de tuer le projet. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on, surtout les chaînes de télévision, les médias, etc., pour qu'on aille au-delà du bilan et qu'on comprenne vraiment le projet que les hommes politiques vont proposer pour les 5 années à venir. Parce que n'oublions pas qu'on va signer un contrat en 2025, un contrat social, c'est d'ailleurs ça le projet. Je propose un contrat aux Ivoiriens pour les gouverner et pendant 5 ans, on va observer ça, même si je suis bien d'accord avec toi. Souvent, une fois au pouvoir, ils font d'autres choses qui sont différentes de ce qu'ils avaient prévu. D'accord. Alafé Ouakili? Oui, c'est que après 2010, on n'a pas souvent eu d'élections fortement concurrentielles. En 2015, il y a eu l'appel de Daoukro et le président Ouattara était hyper candidat dominant avec Afi N'Guessan et puis Kakabe. En 2020, il était avec Kakabe, donc il n'y avait pas de place pour le débat. Donc, on a eu l'impression... Le débat était surtout sur l'institution. Voilà, c'est ça. On a eu l'impression qu'on a perdu le goût des débats de programme, des débats sur les visions. En 2025, peut-être il y aura débat sur vision. Encore que quand on fait débat sur la CI, sur les hommes, sur ceci, quand on fait débat sur une candidature ou pas, on n'entre pas dans le programme, on n'entre pas dans la vision. Sinon, comme il a dit depuis peut-être Oufoué-Boigny, le président Bédié, il y avait des débats. Il y avait des débats sur la vision, sur le programme. Et je pense qu'au-delà du programme qu'un parti pourrait faire, c'est d'adresser les préoccupations des Ivoiriens. Il y a l'éducation, il y a la santé, comme vous l'avez dit, il y a la lutte contre la pauvreté, il y a le pouvoir d'achat, etc. Un certain nombre de préoccupations pour lesquelles il faut des réponses. Ce sont les réponses des partis politiques qui sont attendues. Et on le constate de toutes les façons, dans un pays comme la France, qu'on regarde souvent, les positions restent tranchées. Et on a vu récemment aussi, on nous parle ici des solutions, des promesses non tenues, mais aussi on a vu aux États-Unis l'élection qui s'est déroulée, des promesses qui ont été faites. On a vu des excès et des emphases. Maintenant, la réalité est arrivée. Bon, on verra ce qui va être fait entre les promesses. Parce que quand il disait s'il est élu, il règle une crise en 24 heures. Crise ukrainienne. C'est le 20 janvier. Bon, il n'a pas précisé. Oui, mais il n'a pas précisé. Les gens ont eu l'impression que le 5 novembre, là, il est élu
le 6 novembre, la guerre s'arrête. C'est pas possible, Non, mais non, ça n'a pas été dit en détail. Hein. Non, ça n'a pas été dit en détail. Et c'est l'impression miraculeuse de ce miracle-là que parce qu'on a gagné, le lendemain, tout s'arrête. Et vous êtes d'accord avec moi que même après le 20, le 21 janvier ou même le 20, tout ne s'arrêtera pas. Donc voilà. Donc c'est pour dire que il peut aussi s'agir de promesses comme ça qui ne pourront pas être tenues, mais les Ivoiriens, même quand il n'y a pas de grand niveau, ils ont eu l'habitude des débats, des échanges. Et comme il a dit, le président va avoir donné ses 10 engagements. On a Côte d'Ivoire solidaire, on a eu l'émergence, la vision de l'émergence. On a Côte d'Ivoire solidaire actuellement, Côte d'Ivoire 2030. Il y a les plans nationaux de développement, les PND, toutes les séries. Là, on est au troisième, ça existe. Peut-être notre ami, notre frère Michel Betta qui disait que les partis n'ont pas à donner de programme. Je ne sais pas cette question-là, quel est le problème, mais en réalité, lui, il estime que les partis ne sont pas encore en campagne, les programmes ne sont pas prêts. C'est vrai qu'il n'est pas porte-parole d'un parti, on peut dire qu'il est un sous-marin, comme d'autres. Peut-être que le sous-traitant, peut-être que le traitant n'est pas prêt. S'il vous plaît. Non, ça n'engage que toi. C'est pas moi. C'est lui qui dit non, on n'a pas donné de programme actuellement. Il n'y a rien à faire parce qu'il va interpeller les gens. Sinon, les débats se font, les critiques se font et les visions se déploient et se dévoilent. Très bien. Landry, rapidement. Oui, justement, j'ai écouté les uns et les autres. Il est important de faire remarquer que le peuple peut juger de votre capacité à avoir tenu vos promesses en fonction du programme. Absolument. C'est le baromètre. C'est le baromètre. Il en a besoin aujourd'hui. Si on tient les uns et les autres, c'est parce qu'ils ont promis des choses et que certains ont moins réussi que d'autres. Et dans le cas particulier ivoirien, ce qui est réjouissant, c'est que les principaux adversaires ont tous gouverné. Et il est ressorti de leur gouvernance quelque chose dans l'esprit des Ivoiriens. Vous ne pouvez pas leur arracher ça. Ils ont tiré une conséquence de la gouvernance du PDCI. Ils ont tiré une conséquence de la gouvernance du FPI, de Laurent Gbagbo. Ils ont tiré une conséquence et ils tirent une conséquence de la gouvernance de Alassane Ouattara. Et ils vont se prononcer en fonction. Mais justement, pas besoin. Si tu permets, rapidement, si tu permets. Est-ce que justement, c'est pas ce que je craignais? Non, je termine. Mais vous allez revenir à ça. Laissez-le terminer, vous revenez. S'il vous plaît, Michel. Mais c'est important. Vous ne pouvez pas lui arracher ça. Vous ne pouvez pas, d'autant plus que ce sont pratiquement les mêmes acteurs. Ce sont pratiquement les mêmes acteurs. Et c'est pratiquement le même discours. Et que fondamentalement, les gens ont cumulé l'âge, mais ça n'a pas tant changé. Donc, du coup, les électeurs seront dans leur matrice emmenés à voir qui est capable, d'un point de vue territorial, d'assurer ma sécurité, ma défense et me permettre de circuler sur les 322 000 km² du nord au sud, de l'est à l'ouest. Qui l'a fait il y a 30 ans, ensuite il y a 20 ans et il y a maintenant. Pour ce qui est de la population, pour la valorisation des hommes qui vivent sur le territoire ivoirien, en termes de santé, d'éducation, en termes d'emploi, qui a fait au mieux pour que je puisse lui donner à nouveau ma confiance? Du point de vue de la gouvernance, de la finance publique et autres, c'est comme ça qu'ils vont traiter les gens. C'est comme ça qu'ils vont regarder. Le programme viendra par la suite nous voir si la personne a gagné en résilience. Mais je dis qu'ils vont regarder de très près cela et ça va forcément les inspirer. Donc pour vous, ce sera bilan contre bilan. Bilan contre bilan. Je dis que ça va compter. Ce sera une campagne sur fond de bilan. Ça va compter. Autant qu'il est important d'avoir un projet pour montrer aux uns aux autres qu'on a gagné en résilience. Mais il est important que de considérer que dans la conscience des Ivoiriens, ce regard-là porté sur le passé, qui est lui-même mis à jour par les hommes politiques eux-mêmes. Parce que dans le débat aujourd'hui, ce n'est pas la faute des Ivoiriens s'ils ont souvenance. Lorsqu'on dit « moi j'ai fait ça, toi tu n'as pas fait ça », etc., ce n'est pas leur faute, ce n'est pas eux qui ramènent ça dans le débat. Donc ce sont les hommes politiques eux-mêmes qui leur servent ça. Et ils vont s'en servir afin de pouvoir les juger sur leur capacité à pouvoir satisfaire aux besoins de territorialité, de valorisation de population et de gouvernance. Une question, pas plus. Une question à Landry. Mais Landry, est-ce que tu ne trouves pas que justement, si on est concentré sur le bilan, ou si on met tant de trucs sur le bilan, on force la campagne? Parce que je viens en campagne pour écouter ce qu'on me propose pour 2025-2030.
pas pour juger ce qu'on va faire en 2012. Est-ce que si on met trop le curseur, comme tu es en train de le faire, sur le bilan, parce que si on met sur le bilan, on sait très bien qu'il y a des gens qui n'ont rien foutu, ça on le sait. Mais est-ce que... Il y en a qui sont morts. Voilà. Est-ce que justement ça ne tue pas le bilan, ça tue pas... Ne parlez pas ensemble, s'il vous plaît. Je te réponds avec aisance. Sinon, c'est déjà qu'il y a des gens qui n'ont rien foutu. Je te réponds avec aisance. Tout peuple a une dimension à se projeter sur l'avenir, comme disait Heidegger. Tout le monde. Mais lorsque vous leur servez à longueur de journée un repas réchauffé, lorsque dans le discours politique, dans les échanges, si tu avais des partis politiques comme Lago demandait ici, on serait venu à ça. Nous, en 2000, on a fait ça. Toi, en 2000, tu n'as pas fait ça. Moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais ce sont des êtres humains qui absorbent ça. Vous ne leur donnez pas ce qui est projeté pour l'avenir. Donc, on ne peut pas s'en plaindre aujourd'hui que lorsqu'ils auront à prendre leurs décisions, ils aient à regarder dans le rétroviseur. D'autant plus que regarder dans le rétroviseur, ce n'est pas mauvais, c'est bien important parce qu'il faut t'assurer que celui qui veut pouvoir te proposer l'avenir soit en capacité de pouvoir le faire. Je veux un programme, je veux une campagne dans laquelle il y aura des projets qui vont nous montrer que des gens sont capables de résilience, capables de proposer des choses nouvelles au pays, mais il est important aussi que les uns et les autres puissent réduire la fameuse comparaison de ce qui s'est passé entre-temps parce que les Ivoiriens ont besoin de regarder droit. Non, je pense que vous avez répondu à la question nature. Fabrice, d'abord, ensuite vous. Fabrice, allez-y. Merci. Vous savez, j'ai bien écouté M. Kuyot parler des bilans et tout. C'est bien beau, vous savez. Moi, je vais être factuel, en fait. Si on prend le bilan du PDCI, le RHDP peut le revendiquer, puisque Ouattara a été dans les hautes instances de la gouvernance du PDCI pendant au moins une dizaine d'années. Donc, c'est ça, 3 ans. 89 En 90, 93. 90, 93, ça fait 3 ans. Voilà. 89, d'abord, président du comité interministériel. Voilà. Donc, il pourrait... Ça arrive en Côte d'Ivoire en 90. Je peux avoir la parole. S'il vous plaît. Fabrice, allez-y, c'est à vous. Les choses ne sont pas exactes. Guillaume, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les choses ne sont pas exactes, on doit le corriger, c'est factuel. Monsieur, s'il vous plaît. Guillaume, s'il vous plaît. Fabrice, c'est à vous, allez-y. Merci. Vous qui n'avez pas... Donc, je disais que... Faites attention, on était d'accord. On vous corrige. On était d'accord pour éviter les pics, hein. Fabrice, allez-y, c'est à vous. Guillaume, il a compris. Il ne sait pas les choses. Ouattara est revenu en Côte d'Ivoire en 90. Guillaume, on s'est compris. Mais c'est la vérité, Fabrice. Guillaume Bateau. Vous savez, c'est compliqué. En 1989, M. Alassane Ouattara est président du comité inter... Ce n'est pas vrai. Vous pourrez... C'est 90. Mais je peux le plan Moïse Kofi, c'est 90. C'est pas 89. Vous avez fini. Guillaume Bateau. Je peux continuer. OK. Bon, Fabrice, allez-y, c'est à vous. C'est pas facile. Allez-y. Quand on ne connaît pas. Guillaume, s'il vous plaît. Monsieur, mais taisez-vous. Guillaume Bateau, s'il vous plaît. Guillaume. Mais franchement. Bon, quand vous aurez réussi à le faire, je vais parler. Allez-y. C'est à vous maintenant, Guillaume, s'il vous plaît. C'est amusant au bout d'un moment, mais après ça devient... Allez-y. Donc, quand vous corrigez. Guillaume, vous n'avez pas la parole. Attendez votre tour de table. Attendez votre tour de parole, s'il vous plaît. Fabrice, allez-y, ça va maintenant. Fabrice, allez-y. Donc, le RADP, le parti au pouvoir, qui a plusieurs cadres qui ont participé à la gestion du pouvoir du PDCI. On a vu durant les 10 années de pouvoir du président Laurent Gbagbo, où l'opposition était même majoritaire au gouvernement, que ce soit l'opposition armée ou l'opposition politique. Aujourd'hui, nous avons peut-être pour la première fois un parti politique qui gouverne seul. Et c'est très bien, en fait. Nous pensons que c'est ce qu'il faut, que celui qui est au pouvoir, gouverne et que ceux qui sont dans l'opposition s'opposent. Et c'est ce que nous faisons. Et nous sommes impatients, justement, que le débat sur, que ce soit le bilan, que sur les projets, s'ouvre, en fait. C'est notre souhait le plus ardent. C'est pourquoi nous voulons que les questions de candidature soient réglées. Parce que, comme le disait M. Alafé, effectivement, la question du processus électoral, de la crédibilité, de la transparence du processus électoral, fait que souvent, ça annule le débat sur le projet souhaité. Donc nous disons qu'il faut rapidement régler les questions liées à la transparence, à la sécurité et faire en sorte qu'on ait une élection inclusive. Si on a réglé ça le plus rapidement possible, vous verrez que les Ivoiriens seront concentrés exclusivement sur le programme. Parce que nous, aujourd'hui, le militant ne sait pas, en tout cas pour le moment, je suppose, en dehors du PPACI qui a désigné son candidat, je crois que le FPI l'a fait aussi récemment, le RADP n'a pas encore désigné son candidat à l'élection présidentielle. Je pense qu'au niveau du PDCI, il y a une convention qui doit avoir lieu pour désigner le candidat officiellement, si je m'en pose. Donc, je pense que rapidement,
Il faut régler les questions liées à la crédibilité et à la transparence du scrutin, et puis que le débat sur le projet politique s'engage. Nous disons au PPACI que nous avons un projet politique, nous avons un programme à proposer aux Ivoiriens. Mais il ne faudrait pas que certains s'arrogent le droit de dire quels sont les sujets qui sont les plus importants pour les Ivoiriens. Ouais. Quand aujourd'hui, en 2023, et je m'en voudrais de ne pas le dire, quand en 2023, le RHDP crée un site Internet pour donner de l'emploi à ses militants, alors que non, le site a été créé en 2023. Ça, c'est de mon domaine, j'ai regardé. Donc, c'était quand même un aveu d'échec pour un parti qui est au pouvoir depuis au moins 13 ans. Parce qu'une solution qu'on crée, c'est pour régler un problème donné. Donc, quand le RHDP crée en 2023 un site pour donner de l'emploi à ses militants, ce qui est totalement illégal, pour donner de l'emploi à ses militants, pour aider ses militants à avoir de l'emploi. Ça, c'est vous qui le dites. Est-ce que vous êtes inscrit? Est-ce que vous êtes inscrit sur le site? Vous êtes inscrit? Ah, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous savez de Bon, alors, on va faire... Si vous confirmez que vous êtes inscrit, ça me fera plaisir. Moi, c'est que je dis. À la fin, on va laisser Fabrice terminer. Moi, je suis... S'il vous plaît, à la fin, on va laisser Fabrice Lago terminer. Fabrice terminer. Donc, je disais que nous sommes heureux. Mais quand il va finir... Non, déjà, non, Ali, s'il te plaît. Est-ce que je peux continuer? Non, Ali, s'il te Qu'est-ce qu'il y a, Landry? S'il te plaît, je ne veux pas... Est-ce que je peux continuer? Non, non, continuez. Donc, je le laisse parler, ça c'est puis après je continue. Non, pas du tout. Attendez une minute, s'il vous plaît. Donc, je le laisse parler alors. Le problème, c'est que je ne veux pas qu'il m'indexe. Attendez, non. Comment il vous a indexé? J'ai eu un emploi sans... Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce que tu sais de ma vie? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Vous ne levez pas le ton. Mon emploi, mon emploi, c'est ma vie privée. Non, mon emploi, c'est ma vie privée. Je ne veux pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Qui répète? Non. Landry. Je ne veux même pas. Que ce soit vrai ou pas, je ne veux même pas. Non. Vous ne levez pas le ton sur moi. Alors, s'il vous plaît. Non, vous le laissez. Landry Couillon. Vous ne levez pas le ton. Dans ce cas-là, vous n'évoquez pas ça de moi. Vous ne levez pas. Non. Dans ce cas, vous n'évoquez pas ça de moi. Je dis tout simplement. Mais attends, je peux continuer de continuer. Attendez, je dis sur ce sujet qui ne me concerne pas. Quel sujet? Sur la question qu'il évoque. À quel moment je l'ai entendu vous interpeller? Justement, il dit quelque chose qui s'adresse directement à moi. En disant Landry Couillon par rapport à son emploi. Par rapport... Non, vous voyez. Bon, moi, je n'ai pas suivi, c'est pour ça que je ne comprenais pas votre interruption. Alors, non, mais Landry... Non, est-ce que vous Landry, Landry Couillon, il n'y a pas de souci. Landry, je vous parle. Oui, allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. Très bien, laissez-moi faire... Non, je ne suis pas excité, je ne veux pas de ça. Non, il n'y a pas d'excitation. Je ne veux pas de ça. Landry Couillon, s'il vous plaît. Non, mais je vous en prie. Oui, c'est votre droit. Je n'indexe personne sur sa vie privée. C'est votre droit, mais à un moment, quand on vous dit de vous calmer, vous vous calmez. On l'a entendu, il n'y a pas de problème. Merci. Vous l'avez indiqué, c'est pour ça que j'ai interrompu. C'est important. Vous estimez que vous avez été indexé directement et que cela est gauche. C'est l'occasion pour nous de demander à Fabrice de préciser sa pensée. C'est tout, et le débat continue. Fabrice Lago, c'est à vous. Merci, M. Ali. Donc, je parlais de l'emploi. Oui. Je disais qu'il y a des Ivoiriens qui ont eu de l'emploi sans avoir besoin de passer par le site Internet du RHDP. Mais quand aujourd'hui, en 2023, le RHDP met en place un site Internet pour, soi-disant, aider ses employés, ses militants... S'il vous plaît. Allez-y. Pour, soi-disant, aider ses militants à avoir de l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a un constat, quand même, il y a un aveu d'échec en ce qui concerne la politique de l'emploi. Parce que j'estime que cette pratique, du point de vue juridique, elle est illégale, du point de vue éthique, elle est amorale. Bon, ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre débat, donc on pourra faire. Les responsables ce que je voulais dire, ce que je voulais dire... Ça fait grand bruit cette semaine aussi, oui. Allez-y. Pour conclure sur ce sujet, c'est qu'au PPACI, nous sommes prêts à aller à l'élection présidentielle. Et pour y aller, nous avons les hommes et les idées nécessaires pour préparer cette élection. Et nous attendons que nous évacuions rapidement les questions liées à la crédibilité, à la transparence du scrutin, et qu'en face de nous, les contradicteurs du parti au pouvoir, qui seront nos adversaires sûrement au cours de cette élection, qu'ils s'asseyent, que nous nous asseyons, peut-être que vous ferez plaisir de nous recevoir, et puis qu'on échange programme après programme dans tous les différents secteurs de la vie publique. Et les Ivoiriens trancheront en toute indépendance. Donc le PPACI, il est prêt et il attend que les questions diligentes soient évacuées et que le débat s'engage. Parce que le président Laurent Gbagbo... Une clarification sur ce sur quoi Landry se plaignait tout à l'heure. Vous n'avez pas fait allusion à cela? Non, c'est bon pour le débat, pour éviter les amalgames. Vous savez, je suis
peut-être celui qui est le plus interrompu sur le plateau. Et comme je n'ai pas envie d'être encore interrompu... Non, vous avez la parole, la personne ne vous interrompt. Ça ricane, en fait, donc je suis habitué. Donc, je disais que... Je parlais de la question de l'emploi. On a bon ricane en face. Oh, s'il vous plaît, monsieur. Enfin, on a un dernier sujet, oui, on est d'accord. D'accord. Fabrice, vous avez 30 secondes pour terminer. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes d'accord que je suis constamment interrompu? Bon, finalement, tout le monde a interrompu un peu tout le monde ce soir, à part Michel Bétard. Donc, si ça devient la mode, peut-être qu'on va s'y livrer tous. Non, pas du tout. Mais nous, au PPACI, nous sommes éduqués. Et nous allons continuer d'être éduqués. D'accord, non, très bien. écoutez, Atu, s'il vous plaît. c'est de rester poli, en fait. Oh là là, monsieur. Les sous-traitants aussi, ça fait professeur Banga, Fabrice Lago. Les sous-traitants sont beaucoup zélés. Donc, en fait, il ne faut pas faire prendre des ailes. Alors, on va passer au sujet sur l'actualité à l'étranger. Vous avez zélé pour mériter ta pitance comme ça. Non. J'avais une parole. Non, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole que je passe. Ne rajoutez pas. Attendez votre tour. C'est moi qui ai la parole. Professeur Banga, Fabrice Lago, je suis bien obligé de vous interrompre tous. On a terminé. On a terminé. S'il vous plaît. Guillaume, 30 secondes. 30 secondes. Juste vous dire. Vous m'avez interrompu. Oui, je suis obligé de vous interrompre parce que finalement, c'est trop compliqué. Parce que personne ne me laisse faire mon travail. Juste dire à Landry, même si je suis un peu d'accord, mais ce serait un piège pour les partis de l'opposition que de faire bilan contre bilan. Parce que si vous allez sur ce terrain, le parti qui serait favorisé, c'est le parti au pouvoir. Parce que, on disait, quelqu'un a dit qu'il y en a qui n'ont rien fait. J'ai même dit qu'il y en a qui sont morts. Le PDCI, ceux qui ont gouverné la Côte d'Ivoire au PDCI sont tous morts, malheureusement, père leur âme. Le président Oufoué et Bébédié. Le président Gbagbo qui a gouverné, ça fait plus de 15 ans qu'il n'a plus géré le pouvoir. Donc, ce que je voulais dire à Landry, c'est que ce serait peut-être plus astucieux pour le parti au pouvoir de tirer le débat vers son bilan qui est plus récent, mais justement, il faut que les partis d'opposition évitent ce piège et viennent se positionner avec des projets. Parce que si on reste dans le... parce que quand même 15 ans, ce n'est pas 15 jours. Un parti qui a gouverné pendant 15 ans a plus de choses à dire dans l'immédiateté. Donc, effectivement, on pourrait tenter de faire bilan contre bilan, mais je dis que ce serait plutôt à l'avantage du parti au pouvoir. Et moi, je ne conseillerais pas à mon candidat. Ce que tu dis est vraiment intéressant. En fait, moi, je fais un constat. Je fais un constat et c'est important. Landry ? Non, il n'y a pas de problème. Non, on n'a plus le temps, malheureusement. Mais je vous dis, moi, j'ai un temps à respecter. Je vous dis qu'on n'a plus le temps, monsieur. On n'a plus le temps. On reviendra sur ce sujet, je vous le promets, les prochaines fois. De toutes les façons, on a encore 11 mois, messieurs, avant la présidentielle de 2025. Ouais. On pourra parler de ces programmes, de l'attitude. Exactement. Si on n'a pas le temps ce soir, il n'y a pas péril dans la demeure, messieurs. Alors, vous l'avez appris comme moi, cette semaine, le Premier ministre du Mali, Choguel Kokala Maïga, a été relevé de ses fonctions. Il a été remplacé par le général de brigade Abdoulaye Maïga. On n'a pas forcément le temps matériel de vous proposer le sujet prévu pour cela. Réaction rapidement. Guillaume ? Oui, moi, j'ai tellement critiqué le régime de transition au Mali que j'allais dire que je suis content. Pourquoi content ? Ah oui, mais parce que il n'y a que M. Quel intérêt vous avez au changement Non, je n'ai aucun intérêt. Au Mali ? Il n'y a que M. C'était Maïga, le premier, qui croyait Choguel, qui croyait que cette affaire allait loin. On savait depuis le début, depuis le deuxième coup d'État, que les militaires voulaient le pouvoir pour eux seuls. Ils n'avaient besoin que de lui pour servir de vernis. Et c'est ça le problème des coups d'État. Malheureusement, il n'y a qu'en Afrique que certains croient qu'on peut faire les mêmes choses et avoir des résultats différents. Les coups d'État, ça commence toujours en chantant 3-4 000 personnes quelque part, et puis après, ça finit de façon ensanglantée. Malheureusement, et à la lutte où vont les choses, j'ai vu un peu la réaction de l'ancien premier ministre Maïga, qui en veut maintenant à ses anciens amis militaires. Il faut espérer pour lui qu'il ne se retrouve pas en prison. Est-ce qu'il a réagi après? Oui, il a réagi. Il a fait passer, il n'a pas passé des messages sur les réseaux sociaux pour justifier sa déclaration du samedi d'avant. Bon, donc tout ça, c'était prévisible. Comme c'est connu, les coups d'État mangent leurs enfants. Et malheureusement pour notre ami Choguel, son cousin Maïga l'a remplacé.
Bon, j'espère seulement que ces militaires vont finir par revenir à la raison et décider de rendre le pouvoir aux civils. Parce que 4 ans à tourner en rond, c'est dommage, c'est regrettable, mais pour qui avait vu un peu la situation, on ne pouvait qu'arriver à cette séparation. Parce que les militaires, ils veulent le pouvoir pour eux seuls et rien que pour eux seuls, pas pour le bonheur du peuple malien. Michel? Oui, moi j'observe, hein, comme l'a dit Guillaume, que le dernier vernis civil du régime militaire milien vient de tomber et c'était prévisible. C'était prévisible, d'aucuns diraient que c'est l'épilogue d'un long divorce qui ne disait pas son nom. Choguel se sentait écarté presque du pouvoir, même en tant que Premier ministre. C'est ce qui lui a valu ses critiques acerbes. Il dit, comment on peut prendre une décision pour poursuivre la transition sans consulter, sans l'implication du Premier ministre qu'il est. Mais c'était la goutte d'eau de trop et qui a valu son départ précipité de ce gouvernement où il n'était plus presque. Mais je crois qu'au-delà même du départ de Choguel, c'est aujourd'hui la situation au Mali, ce grand peuple malien, quand on pense à toute cette population qui est laissée pour compte, il n'y a plus de voix discordantes au sein du régime militaire malien. Et cela ne fait que nous inquiéter davantage. Parce que ce qu'on aurait voulu, au-delà de l'aspect militaire, c'est que ces hommes en âme-là puissent donner la possibilité au Mali de retrouver une vie politique normale. Voilà. Mais ce n'est plus possible et on se demande jusqu'à quand. Jusqu'à quand? S'il vous plaît, s'il vous plaît. On s'est dit jusqu'à quand ça va... Oui, mais s'il vous plaît, attendez votre tour de parole. Oui, la situation évolue. Donc, tu peux aussi sentir une évolution. Parce que d'abord, c'est que la CEDEAO avait demandé un délai de la transition. Ils ont donné un délai de la transition. Donc, on pensait naturellement qu'au sorti de ce délai-là, on serait sorti de cette situation militaire qui n'était pas aussi, au départ, aussi dramatique que ce qu'on observe aujourd'hui. Donc, pour nous autres observateurs, c'est dit que le Mali s'enlise dans une situation qui ne peut que inquiéter vraiment toute la sous-région. Parce que n'oublions pas, le Mali, c'est près de 1 200 000 km² sur 24 millions d'habitants. Si tous ceux-là doivent aujourd'hui subir le dictat des militaires, ce qu'on n'avait pas connu pendant longtemps dans notre sous-région, on s'inquiète de ce que sera le Mali dans quelques temps. Donc pour nous, au-delà de Choguel, ce n'est pas le départ de Choguel même qui nous inquiète, c'est le durcissement du régime militaire qui est fait pour nous faire réfléchir davantage et nous inquiéter dans la classe politique, les observateurs. Fabrice? Bonne arrivée. Vous savez, le PPACI n'a pas de commentaire particulier à faire sur le changement de Premier ministre. Voilà. Je pense que même ici en Côte d'Ivoire, je crois que nous sommes à notre 5e ou 6e Premier ministre. On n'a pas invité les autres pays à commenter les différents changements de Premier ministre. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que les décisions qui seront prises soient dans l'intérêt du peuple malien, qui a des liens séculiers très forts avec la Côte d'Ivoire. Mais nous, au PPACI, nous prenons acte du changement de Premier ministre et nous encourageons les autorités maliennes dans la lutte contre le terrorisme pour recouvrer l'entièreté de leur territoire. Vu que c'est un parti qui est très attaché aux libertés, Michel Betta parlait de durcissement dans le pays, de rétrécissement de certaines libertés. Comment vous réagissez à cela? Non, vous savez, c'est un jugement qui l'engage. Malheureusement, les données... Vous ne souhaitez pas faire de commentaires? Non, j'aurais pu faire un commentaire si j'avais les données relativement au durcissement. Parce que je peux m'asseoir ici et puis dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a un durcissement des questions relatives à la liberté parce que des gens ont été arrêtés, jetés en prison. On me dira tout de suite, voici les éléments qui prouvent le contraire. Je suis sûr qu'il y aura des avis contradictoires. Donc, comme M. Betta n'a pas avancé les différents éléments qui justifient ce durcissement dont il parle, vous comprendrez qu'il m'est difficile de me prononcer sur la question. Bien sûr, bien sûr. Professeur Banga, allez-y. Déjà, je me réjouis que Michel ait rejoint le camp des antiputschistes. Je me rappelle quand même qu'il y a un grand leader du PPACI qui est allé au Burkina pour magnifier les putschistes, pour dire qu'il faisait la goula du pays. Je dis qu'ils ne sont pas courageux. Nous, on allait en Guinée, sur la chaîne de télévision, pour réclamer la fin de la transition à la liberté.
eux, ils sont allés au Burkina pour dire que le putsch, c'était la meilleure chose. C'est quoi le lien Le lien, c'est que tu es peut-être obsédé par le PPACI, en fait. Mais t'as pas besoin de tous ces ailes-là, en fait. On ne parle pas du PPACI. Non, écoutez, monsieur, à un moment donné, il faut qu'on respecte notre parti. On ne parle pas du PPACI. Vous êtes d'accord? Tu n'as pas besoin de tous ces ailes, en fait. Vous êtes d'accord? C'est même pas nécessaire. Vous êtes d'accord que je l'interpelle? Espérons qu'ils comprennent, en fait. Parce que s'ils répètent le PPACI, non, j'estime que notre parti soit... Non, monsieur, vous l'interpellez, j'estime que le PPACI doit être respecté. Et tant qu'il dira les mots qu'il prononce, que je ne répéterai pas, je ne le laisserai pas continuer cette lancée-là. Non, monsieur Ali, le PPACI mérite d'être respecté. Ce petit sous-traitant-là n'a pas besoin de tous ces ailes pour justifier sa pitance. Le PPACI est un parti politique sérieux. Non, tant qu'il ne retirera pas... Non, je n'ai pas... Tant qu'il ne conseille cette lancée, il ne peut pas s'exprimer. Mais à un moment donné, il faut qu'on se respecte, en fait. C'est devant nous. Non, c'est pour ça que je vous disais en début de plateau que j'existe d'avoir en face des personnes dont les propos et les arguments engagent les partis politiques. Parce que quand des gens... Katina n'est pas le Burkina. Juste, s'il vous plaît. Mais professeur Bangana... Parce que Katina le Burkina devant nous, manifestement. J'ai dit, je n'accepterai pas qu'on parle du PPACI en ces termes. Katina n'est pas le Burkina. Non, il faut que ce soit clair dessus. Parce qu'on parle de Burkina. Et puis des gens qui se croient tout permis. Katina le Burkina devant nous. Non, monsieur Ali, je suis très ferme là-dessus. Je suis ferme, Katina le Burkina. Lui dit que... Mais vous êtes ferme. Voilà. C'est ce que j'ai commencé à faire. D'accord, merci. Ça ne sert à rien de mettre de l'huile sur le feu. Professeur Banga, oui, Katina la question, on n'est pas là. Non, c'est pas la question que je vous pose. D'accord. Professeur Banga, Choguel Kokala Maïga a été relevé de ses fonctions au Mali. Il a été remplacé par Abdoulaye Maïga. Analyse, on doit adresser les cartons. C'est mon analyse. J'ai commencé par dire dans mon analyse que je me réjouis que Michel... Oui, ça on l'a entendu déjà. Voilà, donc dans la même analyse, je dis que pendant que des gens rejoignent le camp de ceux qui comprennent que les coups d'État sont mauvais, Katina allait au Burkina pour féliciter le coup d'État. Mais ça, c'est factuel. Donc, c'est à cause du voyage de Katina qu'on a changé le Premier ministre. Ça montre qu'il y a des gens qui ne comprennent pas encore que les coups d'État sont mauvais. Vous êtes avec ceux qui font les coups d'État, en fait. Non, avec qui, par exemple? Ah, mais vous les connaissez, ce sont vos amis. Vous les applaudissez chaque jour. Donc, c'est que je répète. Non, j'accepterai pas ça. Parce que je n'accepterai pas qu'on fasse passer le PPACI pour un parti. Mais c'est ce qu'il a fait. Katina allait applaudir. Parce que monsieur vous est bien placé pour savoir ceux qui applaudissent les coups d'État, ceux qui les font, et je pense que vous êtes constamment avec eux. Je ne l'accepte pas. Bon, d'accord. C'est pour ça que j'exige. Je dis que nous sommes dans une année électorale bientôt. C'est pourquoi nous exigeons d'avoir comme interlocuteur des gens dont les propos et le comportement sur le plateau engagent les formations politiques. Parce que justement, quand on utilise ces gens de mercenaires-là, ça pour qu'ils puissent se permettre de dire tout et n'importe quoi sans que leur parti politique ne soit mis à l'index. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Oui. Nous ferons cette campagne-là. Parce qu'il me bloque. Je serai très ferme là-dessus. Il n'y a pas de problème. Cette actualité, on l'a traitée. Choguel Kokala Maïga. Donc, on n'a pas besoin de répéter, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Les autres doivent se prononcer. J'ai compris. J'ai compris qu'on ne peut pas dire Katina le Burkina. Quelle analyse faites-vous de ce changement? Dans la forme, je suis d'accord. Chevènement l'a dit, quand un ministre a ferme sa gueule ou ça démissionne. C'est valable aussi pour un Premier ministre. Donc, à partir du moment où il y a une différence d'appréciation entre le Premier ministre et le chef de la junte, c'est normal que l'un parte. On ne peut pas avoir deux têtes de l'État. Voilà, donc c'est clair, c'est normal qu'ils partent. Après, c'est la question que je pose. Je dis aujourd'hui, changer de Premier ministre parti Choguel n'enlève pas l'essentiel de la question. Il y a deux questions principales. La première, c'est quand on sort des transitions. Aujourd'hui, il faut en sortir. Et moi, je suis courageux. Je suis allé dire ça à la télé de la Guinée. Je n'ai pas fait comme d'autres qui sont allés au Burkina pour dire bravo aux Maliens, aux putschistes. Non, il faut qu'on soit tous courageux qu'on a face à un putschiste. On lui dit, OK, on a compris. Mais il faut que les transitions finissent pour que l'Afrique de l'Ouest n'ait pas de l'avance. Parce qu'on a des chefs de partis politiques qui vont au Burkina pour applaudir des putschistes, c'est malheureux. Et donc j'insiste dessus. Monsieur Ali, je n'accepterai pas. C'est ce qui s'est passé. Non, je ne l'accepterai pas. Je suis très ferme là-dessus. À la fin? C'est ce qui s'est passé. À la fin, allez-y. Je pense que l'ex-premier ministre Choguel Maïga a suffisamment d'expérience et qu'il savait qu'il avait dégainé, ça ne pouvait pas continuer, il fallait que les militaires réagissent. Mais leur réaction montre assurément qu'ils ne sont pas prêts par rapport à la question qu'il a posée. Il a dit qu'il faut bien que la transition prenne fin. Donc, ils auraient pu le garder, discuter avec lui pour dire oui, voici la date de la fin, on va avancer. Mais ils l'ont limogé. Cela signifie qu'ils ne sont pas prêts, il n'y a pas de date des élections. Donc, ils veulent continuer l'aventure sans lui. La question est de savoir comment les populations vont réagir. La question est de savoir comment Choguel va se comporter pour la suite. Est-ce qu'il sera suffisamment crédible pour être un opposant qui va être écouté, alors que des personnalités comme l'imam
Diko est en exil aujourd'hui. Tout le monde, Kaou vient d'être arrêté, interpellé. Est-ce qu'on peut retirer des télévisions? Non, je vais exiger, monsieur Alafé, vous allez m'excuser, mais je vais exiger que les cadres du PPACI soient respectés. Monsieur Katina, il n'est ni l'ami de monsieur Banga. Non, monsieur Ali, je vous demande de veiller à ce que les cadres du PPACI soient respectés. Je le dis, je ne vais pas permettre que ce mercenaire manque de respect à monsieur Katina. Il n'a pas de leçon de courage à donner à monsieur. Que je vous redonnerai la parole la prochaine fois. Non. On sera bien obligé de mettre un terme à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à vous, messieurs, d'être venus faire le débat. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne Ivoire.